pourrait trop faire un truc comme ça en mode hey. Toi, on te veut dans notre club de lecture. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Allez. C'est pour vous aussi, le public, qu'on fait ça. Ouais. T'es sûr que Abonnez-vous. c'est ton métier? Non. Ok. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Comme dans ta bulle, une émission spéciale dans ta bulle avec le commis. Et oui, parce que on s'adore, parce qu'il est de Paris et que quand il est de Paris, on profite pour l'avoir au studio chez le collectif qu'on remercie pour cette nouvelle vidéo pour 2026. Il est de Paris, donc on commence avec des insultes. Il est sur insultes. Paris. T'as dit il est de Paris. Je suis persuadé qu'au montage on pourra l'entendre. Ouais, Je suis pas d'accord, venu je pour me me suis faire fait engueuler. insulter. D'accord, ok. Non, mais il fallait que ça se passe. Ouais, après, c'est les moments gênants. Il est de Paris. J'avais jamais eu de moments gênants sur ma chaîne. C'est que tu n'as pas regardé toutes les vidéos, mais c'est pas grave. Tu es de Marseille et tu es sur Paris Exactement. pour la soirée First Print. Donc, au moment où on mettra la vidéo sur YouTube, la soirée sera déjà passée et du coup, c'est une soirée qui permet vraiment de mettre à l'honneur la BD américaine avec plein de prix. Tu es notamment jury et tu as animé une battle. Déjà, en premier lieu. Comment tu vas? Tu sais quoi, alors ça va très bien. Et moi, quand je viens pour les First Print, mais à chaque fois que je viens, je pense d'abord à. Mais je sais, tu m'as écrit tout de suite. Dit, parce Alex, qu'en fait, tu me préfères à moi qu'Arnaud. Il nous manque Patricia qui est partie trop tôt. On y pense évidemment, on pense à elle. Ouais. On était tous très peinés. Bien sûr. Mais on l'embrasse, on lui fait des bisous, Patricia. Tu reviens quand tu veux. Oui, mais oui. Elle pouvait pas malheureusement, donc c'est pour ça qu'on n'est pas parti sur un versus. Au début, on pensait partir sur un versus, mais on va laisser ce format-là pour être à 3. Du coup, on s'est dit, fallait absolument qu'on tourne quand même une vidéo ensemble. Et on va se faire un peu un récap 2025. Ouais, tu as choisi d'aborder ça par plein de bouts différents. C'est ça, j'ai fait plein de petits Tu as proposé, et vaut mieux pas qu'il y ait Patricia, parce que vu tous les choix que tu as proposés, je pense que le choisir l'aurait tué. Complètement. Mais tu as proposé quelque chose de très instinctif. En même temps, il y a plein de catégories. Ouais. On va pouvoir parler de plein de choses. Et on est là pour ça. Et pour répondre à ta question, ça va très bien. Tu me l'as posé il y a une demi-heure, mais je suis fier de t'y répondre même. Comment ça s'est passé, toi, ton année 2025, avant de commencer les catégories? Alors, mon année 2025, c'est une année un peu de métamorphose, je pense. C'est-à-dire que c'est une année où j'ai été un peu moins présent. Je suis un peu moins présent sur YouTube et plus présent dans la vie réelle. À la fois dans la vie réelle, c'est-à-dire, moi, j'ai mon fils qui me régale et il grandit, donc j'en ai marre de faire des nuits blanches pour faire des montages et d'être fatigué alors que je voudrais être avec lui. Mais aussi la vie réelle, même indépendamment de ça, au niveau du taf, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de salons, de plus en plus de soirées avec des battles de dessin, avec ce genre de choses. Et moi, je me régale dans la vraie vie, c'est-à-dire que c'est mieux que d'être devant une caméra. Alors là, c'est vrai qu'on n'est pas tout seul devant des caméras, puisqu'il y a Alexis, il y a Kevin qu'on embrasse d'ailleurs, heureusement qui sont là, mais en général c'est ça, donc c'est moins solitaire, et là moi je me régale à être et je sens que c'est en train de monter. Il y a de plus en plus de salons qui me contactent et je suis très content, donc trop bien, félicitations. Je pense qu'on est un peu dans la même directive, parce que j'ai regardé un peu mes réseaux, alors malgré le fait que je poste mes podcasts, et en fait je suis beaucoup mieux avec l'humain et l'événementiel et les rencontres et les conférences et les podcasts et donc du coup, alors est-ce que du coup il y a une question d'âge où à un moment donné c'est vrai que toi ça y est, moi ça y est, j'ai 58 ans. Ressenti, oui. Non, mais j'ai envie de retrouver autre chose et de te servir des réseaux sociaux pour continuer à alimenter notre passion pour le comics et en parler et que ce soit accessible pour tous et toutes, mais en même temps j'ai besoin de vrai, j'ai besoin de concret, et je trouve que tu vas à Lyon, tu vas, il y a des trucs géniaux comme ça, donc c'est pour ça. Moi j'ai plein d'idées pour revenir sur YouTube, mais c'est un muscle qu'il faut que je retravaille, quoi. Faut que je retravaille, et si je reviens, ce sera avec d'autres émissions qui feront 0 à 2 vues, mais ça me plaît. Mais moi je m'en fous, mais c'est ça qui me plaît. Oui, alors la communauté elle est géniale, mais moi ce qui me plaît c'est de pouvoir, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, et voilà, là je continue, et voilà. Mais donc 2025, très cool. Trop bien. Et ben écoute, on commence les catégories. Allez, parce que on a promis à notre équipe de pas faire 4 heures de c'est vrai, en plus dans 4 heures, moi je dois être à la cérémonie, donc on va y aller. Non, mais c'est génial. En plus, alors on a sur toutes les catégories que tu as choisies, tu veux les énoncer chacune peut-être? Non, on va faire on fait il y en a 5500, et sur les 5500, on a
qu'une seule personne en commun, donc c'est ça qui est marrant. Ouais, donc tu m'as dit on commence par ça. Exactement, on va commencer. Alors, c'est une personne en commun, mais sur 2 catégories. Oui, du on coup, a un peu triché. on mêle les catégories. Je t'avais proposé autrice, auteur et dessinatrice de l'année. Et donc, du coup, moi, sur mon auteur de l'année, j'ai choisi Juniba. Et moi, sur mon dessinateur de l'année, j'ai choisi Juniba. C'est trop mignon, cœur. Parce qu'il nous a fait rêver. Ouais. Son Robin the Boy Wonder. Avant, il me faisait déjà rêver. Édité chez Urban Comics. Monkey Meat, Mobilis. Plus de l'indé, du coup, c'est vrai que peut-être le grand public le connaissait un peu moins. Exactement. Après, il a fait des covers. Enfin, il a fait quelques pages à droite à gauche, mais beaucoup de variantes de covers chez Marvel, chez DC. Mais il réinvente fin 2024. Robin, le fils biologique de Bruce Wayne, et il le fait avec une maîtrise et une justesse. Incroyable. Moi qui m'a laissé, j'étais heureux de lire ce bouquin. J'étais content du début à la fin. C'est rare les fins qui te laissent bien. Souvent, le voyage est très bien dans les comics, et des fois, la fin, c'est un peu plus compliqué, et tu te dis, bon, soit parce que elle est trop rapide, soit elle est un peu bâclée, soit c'est un peu... Ouais. Exactement. Et là, j'étais content. J'étais pas content que ça se termine, c'est pas dans ce sens-là, mais je suis arrivé à la fin, je me dis, C'est surtout une belle fin pour ce personnage-là. Exactement. C'est ce qu'on disait un peu en off, parce que je pense qu'on peut en parler pendant des heures. C'est vraiment une réécriture, en somme, très classique de Robin. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas ce personnage-là, c'est assez clair. On revient vraiment son lien avec son grand-père, donc Ra's al Ghul, sa mère, Talia, son père, et du coup le poids des responsabilités d'être un nouveau Batman, et aussi toute la Bat-Family. Et voilà, vraiment, il y a du chapitrage où du coup il est en relation avec Redwood, il est en relation avec Tim Drake. Et c'est incroyable, c'est très beau. Les autres Robins, et c'est aussi un récit d'un enfant qui prend sa place dans une famille. Exactement. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, et j'ai trouvé en plus le dessin de venir passer par les mythes et légendes orientaux, puisque Robin est d'origine à moitié orientale. Donc c'est venir remettre les choses à leur place de la meilleure des façons. Et moi j'ai été le dessin, le trait très identifiable, très reconnaissable de Juniba me fascine aussi, et c'est vraiment une relecture un peu d'auteur. Juniba, c'est un vrai auteur, c'est une vraie tête dessinante, une vraie tête pensante. Il est toujours en train. Enfin, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au festival où je l'avais invité à venir sur l'Artiste Alley, sur le coin du commis, ils appellent ça, c'est marrant. Tu vois, il avait une idée, donc il avait un calepin, il avait des livres de recherche. C'est vraiment quelqu'un foisonnant, et c'est génial, et c'est bouillonnant, et j'espère vraiment que DC va le suivre. C'est sur le Black Label, de chez DC qui était parfait pour lui. Le Black Label, c'est un petit peu le Néo Vertigo, où tu peux tout faire quasiment, sauf montrer un bout de sgeg de Batman. La fameuse petite pensée à Batman. Petite pensée pour le sgeg de Batman, évidemment. Et ça a fait peur à tout le monde chez la Warner. Mais en tout cas, ils ont laissé faire ce qu'ils voulaient à Juni, et j'espère qu'on le reverra, même si on le revoit dans la continuité principale, la continuité absolue, peu importe. Mais il a une vraie identité graphique et narrative, ça c'est chouette. Moi, je sais que j'ai une petite pensée pour les personnes qui m'accompagnent sur le club de lecture au Batman Escape qu'on avait proposé, je sais plus, entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Et ça a été un peu une révélation pour tout le monde. Ça a été il a eu une très bonne note, parce qu'à la fin on donne un peu une note sur notre lecture, et surtout une accessibilité et aussi une innovation un peu dans le dessin, parce qu'il mélange quand même un style des fois un peu manga avec des personnages qui grossissent les yeux. Il y a vraiment une diversité dans la patte graphique qui, je pense, peut emmener à diverses personnes à découvrir ce titre-là. Et c'est pas étonnant ce que tu dis, puisque ceux qui connaissent, alors c'est dur de maîtriser l'histoire de tous les Robins, c'est très dur, mais ceux qui connaissent les Robins seront contents de relire un petit peu ce mythe. C'est bien fait, et surtout qu'en plus ça vient quand même proposer quelque chose à la fin. Voilà, c'est pas juste une relecture scolaire. À la fin, c'est politique. Batman est politique. Enfin, les comics sont politiques. Tout est politique de toute façon. Il y a pas un seul truc qui est pas politique dans le monde. Parce que c'est nos choix, et nos choix impactent le monde. Mais
Et en même temps, ceux qui ne connaissent pas, justement, ceux qui ne savaient pas pour Red Hood, qui ne connaissaient pas la personnalité d'un Tim Drake ou d'un Dick Grayson, vont découvrir ça et c'est facile, c'est pas compliqué. Et c'est sur quelques pages en plus, hein, donc c'est vraiment... Non, il y a quand même non, mais sur chaque personnage. Ah oui, c'est même un chapitre par personnage. Ouais, complètement. Et Batman et le reste, parce que Batman, c'est le cliché. Alors le gros cliché, c'est Batman. Batman, c'est un milliardaire, c'est vrai, mais pas que. L'autre cliché, c'est Batman, c'est un solitaire. Il n'est pas solitaire, Batman, du tout. Batman, il a toute une famille, c'est un des héros les plus entourés, et tout l'écosystème qu'il a autour de lui, il est fabuleux. Oui. Et chaque personnage doit prendre sa place, et c'est très dur de prendre sa place avec un papa comme Batman, et d'autant plus pour Damian, dont c'est le véritable père. Et moi, je me souviendrai toute ma vie, quand j'ai lu le Batman de Grant Morrison, qu'il introduit Robin, on commence à digresser, c'est dangereux, je sens les regards s'approfondir, je sens la grosse main de Kevin qui a envie de me prendre par la nuque et de me dire « Arrête ta gueule !» Mais il ne le fera pas parce qu'il est poli, c'est un homme bien éduqué. La première fois que donc Ra's al Ghul, via Talia, envoie Robin, Damian Wayne, son fils, dans les pattes de Batman pour déstabiliser Gotham, parce qu'il se dit bon, mais Batman, il va quand même se soucier de son fils. Ils viennent, ils le capturent, et pendant qu'il est tenu par des espèces de chauves-souris de ninja bizarres, là, le petit arrive, et Batman, il est grand, il est imposant, et lui, il est tout petit, et il lui dit « Père, je vous pensais plus grand, je vous croyais plus grand. » Et ça veut tout dire, ça veut tout dire. Et donc, il faut qu'il apprenne à s'humaniser, à calmer cette colère, et puis, ça, il n'avait pas été habitué à... Ce Robin-là n'a pas été habitué à combattre le crime autrement que par tous les moyens, et coûte que coûte, s'il faut tuer, c'est d'ailleurs ce qu'il fait, hein, la première fois que... Oui, puis il a quand même un passé où son grand-père fait partie de la Ligue des Assassins, enfin, il y a une éducation quand même qui est plutôt actée sur la violence. Il y a une vraie évolution... Mis à part Marion Maréchal, on n'en connaît pas d'autres, hein, je veux dire, voilà. Vous avez dit tout est politique. Mais il y a une vraie évolution sur Damian, parce que... on finit cet aparté, mais il y a l'excellente, en tout cas moi, ce que j'ai adoré, la série Bat Femme sur Amazon Prime, où là... Vraiment, on est sur une relation père et fils où Bruce Wayne apprend au fur et à mesure des épisodes à être un bon père, où des fois il échoue, et chacun apprend aussi de l'autre. Partir le 24 décembre et à laisser son fils tout seul. Exactement, où tu sais, quand l'épisode où il squatte la sortie scolaire, et il veut absolument être à côté de son fils et partager tous ces moments-là parce qu'il ne veut louper aucun moment. C'est très beau, c'est très fort, et ça montre aussi le fait que ce personnage est malléable, que tu peux en faire un peu ce que tu veux tant que c'est bien écrit. Et pour moi, ce Damian, où j'ai toujours eu, même avant Johnny Ba, a vraiment changé cette facette pour moi d'un Robin qui parfois m'agace, qui est très égocentrique, qui est moins accessible quand même qu'un Tim Drake. Et ben là, il y a quelque chose t'es un peu plus proche de lui, où il te paraît un peu plus... C'est un enfant qui le trouve... Enfin ouais, comme tu dis, c'est un enfant qui cherche sa place et qui cherche à faire ses preuves auprès d'un père qui a une aura... impressionnante, et un passé impressionnant. Exactement. Donc très très bien la série, on vous conseille. Parfait. Et j'en profite pour présenter mes excuses à Patricia, j'étais en manspreading toute la dernière émission, vous pouvez aller voir. Et je tiens à lui présenter mes excuses. Oui, et là il fait un grand effort. Là, j'ai très mal aux couilles. Mais non, en vérité, mes couilles sont très petites. C'est pas pour ça qu'on fait du manspreading. Moi, j'ai des raisins secs, hein, vraiment. Il y a pas de. Ouais. Donc c'est juste parce qu'on aime. Okay. Voilà. Mais comme du coup, peu gracieux. Comme on met des images d'illustration à chaque fois, on verra ensuite. Non, raisin sec, vraiment, tu me flattes, je te remercie, mais on passe sur la seconde catégorie. Ah, nickel. On était sur dessinateur et dessinatrice. Toi, tu étais du coup parti sur Johnny Ba. Donc, voilà. donc toi, autrice de l'année. Allez, vas-y. Alors, mon auteur préféré, c'est Murewa Ayodele. La période de Krakoan. Krakoa, c'est achevé, malheureusement. Moi, j'étais très fan de cette période-là. Jonathan Hickman, ce qu'il avait fait. Même ceux qui avaient suivi derrière, ça avait quand même Al Ewing, Simon Spurrier. J'en oublie un qui est essentiel, mais bon, ça me reviendra. Ce qui a été fait pendant la période Krakoan me plaît beaucoup, l'initiative, l'ambition, et c'est vrai que je ne me suis pas forcément retrouvé dans la période From the Ashes, donc juste après, et j'étais content par contre que Krakoan ne soit pas effacé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un hard reboot, donc Krakoan n'a pas été effacé de l'histoire des X-Men, ça se finit comme ça se finit, je ne vais pas spoiler, et notamment pendant, moi il y a un personnage, peut-être mon X-Men préféré, c'est Tornade, ce que en fait le scénariste Murewa Ayodele est formidable, hyper ambitieux. Alors, je sais qu'il faut le dire à chaque fois maintenant,
pas parfait. Quelle œuvre est parfaite bon, ça sert à rien de... Évidemment qu'on pourrait, voilà, c'est tellement ambitieux que toutes les œuvres ambitieuses, forcément, ça peut être un peu casse-gueule. Il fait ça au début avec Luca Werneck. Donc, on a fini la période Krakoan. Les X-Men, en gros, sont dispersés autour du monde, un petit peu en exil, recherchés. Tornade, elle a ce statut particulier, c'est qu'elle était X-Men et Avengers. Donc, il essaye de faire une série qui se concentre sur le personnage de Tornade à 100% et qui vient la mélanger à une entité mythique, mythologique, qui vient développer la mythologie de Tornade, des autres dieux du tonnerre. Et il fait ça d'une façon qui est complètement remarquable à mes yeux. Et c'est une des séries que j'apprécie le plus dans l'univers des X-Men. Jusqu'à la dernière, là, on est sur les Thunder Wars au moment où on vous parle. Et je trouve ça super et il faut lire. Il vient teinter ça de mythologie africaine parce que Tornade est d'origine africaine, afro-américaine. Mais ça se concentre vraiment sur elle pour le coup. Ça se concentre plus. C'est vraiment la série Storm. La série dont je te parle, c'est Storm. Okay. Y a pas de. Alors en France, vous la lirez sûrement en deluxe bientôt, prochainement. Mais en ce moment, vous pouvez la lire dans les magazines X-Men. Donc je sais que c'est un peu compliqué parce qu'il faut acheter. Il faut suivre la série. Il faut suivre, voilà. Mais quand ça sortira en deluxe, allez-y parce que vraiment, ce que fait ce scénariste me plaît beaucoup et ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi ambitieux pour Tornade qui est mélangé avec une entité cosmique. Enfin, vous verrez, il y a des vrais sujets qui sont posés sur la table et le personnage de Tornade avait déjà été très bien traité pendant la période Krakoan où elle part sur Mars, qui a été terraformée par les mutants et elle devient une des régentes d'Arakko, c'est la planète Arakko. Et là, c'est un level dessus. C'est pas sur forcément ce un level dessus, mais personnage-là. ça va bien dans cette continuité-là, quoi. Où Tornade, pendant la période Krakoan, c'est la seule à renoncer. Une des clés de la période Krakoan, c'est la fin de la mortalité des X-Men. Jonathan Hickman, il est trop fort. Et allez, Kevin, qui va me prendre par la nuque encore. Jonathan Hickman, ce qu'il fait, c'est que lui, il dit bon. Dans les comics, on a bien compris que la mort, c'était une sieste. Donc, tu sais quoi, moi, j'en fais un ressort directement dans ma narration et j'invente les processus de résurrection krakoan. Donc, les X-Men ont bravé la mort. Et au bout d'un moment, il y en a quelques-uns qui se disent, bon, et Tornade, je vous dis pas comment, mais en gros, elle renonce à son immortalité. Et elle va, donc elle sait que ses actions ont des conséquences et voilà, le moindre choix qu'elle fait, elle peut vraiment y rester, contrairement aux autres qui sont rebootés, bon, ce qui n'est pas dénué de conséquences pour certains, mais voilà. Donc, très intéressant, Tornade, foncez les yeux fermés sur tout Tornade, hein. Tout ce que vous pouvez lire de Tornade, lisez du Tornade. C'est quand même une des personnages les plus intéressants. Un des personnages aussi qui a été le plus abouti, en tout cas dans les comics, avec Wolverine, peut-être si on peut. Bien sûr, non, comparer. Oui. Mais en tout cas sur un personnage féminin, c'est assez incroyable ce qu'on peut lire sur elle. Femme, mutante, noire. Vous imaginez le nombre d'emmerdes que ça peut lui faire déjà, ça. À sa période où elle est claustrophobe. Oui, c'est vrai. Elle est claustrophobe et elle arrive à un moment, elle a plus de pouvoir à un moment. Elle est là, elle est encore là et elle se dépasse à chaque fois. Donc c'est un personnage qui est fantastique. Lisez du Tornade, c'est cool, hein, tous les autres c'est cool. Mais lisez du Tornade. Trop bien, trop beau conseil. Du coup, moi, je vais partir sur mon dessinateur de l'année. J'ai un peu menti parce que du coup, il y a aussi un affect. C'est très dur. Non, mais si, c'est le nom que je t'ai donné. Mais c'est-à-dire que évidemment, il y a d'autres dessinateurs et dessinatrices que j'ai adorés. Mais là, je vais parler d'Ivan Reis. C'est très dur le choix. Tu as dû choisir un, mais si je te redemande demain, je choisirai quelqu'un d'autre. Exactement. Mais là, quand j'ai réfléchi à mes notes, c'était ça. Déjà, premièrement, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer au festival Amadora BD à Lisbonne. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un festival de BD, donc du coup en banlieue de Lisbonne, qui est incroyable. Il y avait Kevin Maguire qui était invité, il y avait Mikel Mendoza, il y avait énormément d'artistes de BD américaines, de comics. Il y avait une exposition sur les 65 ans de la Justice League. C'est le seul festival de l'année qui a décidé de quand même s'occuper des 65 ans de la Justice League avec des planches et des originaux. Ils sont à la retraite ou pas? Parce que si c'est repoussé, 65 ans, tu peux plus... Est-ce qu'ils ont leurs annuités? Non, mais je demande. Non, je pense pas. Bah alors, c'est pas logique parce que 65 ans de Justice League, mais dedans, t'as Batman qui a 80... Enfin... Ah, logique. Bon, alors on va pas rentrer dans les maths. Donc vraiment une très très belle expo. T'avais aussi une expo sur Spirit, aussi dédiée à des artistes portugais, donc Luis Louro notamment, qui est un artiste populaire. C'est un des plus gros festivals du Portugal. Je pense, oui. Moi, ça fait 2 ans
ans que je l'avais repéré parce que... C'est leur Angoulême Oui, une sorte d'Angoulême. Il y a aussi beaucoup d'artistes français et françaises qui sont invités. Donc ça, c'est assez chouette. Moi, je l'avais connu notamment parce qu'il y avait Blanche Sabat qui avait été invitée. Et cette année, il y avait une exposition sur Si avec Radium Girls, notamment, qui a un titre super. Et donc, Yves Enreis, humainement, ça a été assez fou. Le feeling est extrêmement bien passé. Je lui ai notamment dit que pour le magazine Canal BD du mois de décembre, j'avais chroniqué High Street, qui est sorti chez Urban Comics, de Jeff Jones. Jeff Jones, je pense que c'est aussi un de mes scénaristes préférés, si on doit malheureusement choisir. Et que j'avais adoré parce que ça rentre dans tout ce que j'aime. Il y a un côté horreur, mystérieux, enquête. Je ne sais pas si tu l'as lu. Ou vraiment cette idée de rue cachée où tu en as certains qui sont qui sont coincés dans cette rue parce qu'ils ont commis des atrocités et qui vont devoir donner un peu une rédemption. Donc tu as quelque chose un peu entre le bien et le mal avec différents types de personnes, entre un petit enfant qui fait complètement flipper, une meuf qui est obsédée par son corps et un mec qui a du coup les lunettes en page principale et qui, lui, tu sais pas trop pourquoi il est là. Et donc, il y a plein d'interrogations. Et donc, Yves Enreis, quand je lui ai parlé de ce titre-là, où je lui ai dit, les planches sont incroyables, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, quand même, il a une carrière assez folle. Moi, la toute première fois que je l'ai rencontré, c'est quand j'ai lu son run sur Green Lantern, quand même, qui est un des meilleurs runs, en tout cas, aux côtés aussi de Jeff Jones. Et il me dit, moi, avec High Street, c'est là où je pense que je suis rentrée dans une nouvelle ère pour mon dessin. Là, c'est quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que je m'amuse plus. J'ai l'impression que je trouve que c'est un peu mieux ce que je fais. Il avait mais c'était sincère, tu vois, une telle humilité en me disant, oui, mais là, tu vois, c'est pas pareil. C'est différent que quand je faisais du DC avec Green Lantern, même si. Et donc, à chaque fois, il regardait ce qu'il faisait avant pour voir comment il pouvait s'améliorer, comment il pouvait jouer aussi sur les couleurs, etc. Et je trouvais ça. Assez fou quand même le retour que tu as sur ton travail, alors que c'est que meilleur à chaque fois et que j'adore la figure de ces personnages. On peut pas juger pareil qu'eux qui déjà se jugent en fonction de leur père, et en plus beaucoup sont atteints du syndrome de l'imposteur, et c'est très compliqué de le comprendre nous, mais ça c'est comme quelqu'un avec son physique, c'est entre lui et le miroir, ou c'est entre lui et sa planche. Nous on peut pas comprendre, nous évidemment, quand dire, mais attends, tu déchires. Ouais, complètement. T'avais aimé toi ce titre? Oui. Mais de toute façon, moi, Yves Enreis, je trouve qu'il a un trait qui est très intéressant. Et tu vois, je savais pas qu'il avait dit ça, mais c'est bien quand des auteurs arrivent à trouver à trouver des points comme ça, des points clés dans leur carrière. Tu vois. C'est assez marrant. Frank Miller pourrait faire pareil, tu vois, et dire avec Ronin, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Mignola pourrait faire pareil aussi. Passer à une étape suivante dans l'évolution de leur art. J'aime bien quand les auteurs comme ça s'analysent, parce que nous, c'est les mieux placés pour le faire. Bien sûr. Et souvent, moi, ça me pareil, je tombe un peu des nues, ou je dis et ça permet de comprendre un peu des choses. Ouais, donc, complètement. Lisez du Yves Enreis aussi, de toute façon. Et c'est pas grave. C'est magnifique ce qu'il fait. C'est pas grave. Pourquoi tu pensais que j'allais choisir quelqu'un? Bruno Bessadi. Mais Bruno, j'ai pas choisi moi non plus. Moi, il est juste là pour nous accompagner. Moi, il est là sur mon t-shirt, t'es là. Bruno, t'es avec nous. Moi, je t'aime. Je te fais un bisou. Mais on adore Bruno, on adore l'Ogre Lion. C'est vraiment déjà un artiste très talentueux et une personne incroyable aussi. Et ça, c'est pas tout le monde qui a ces deux qualités-là quand même. C'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on avait dit comme troisième catégorie? Je fais ça comme s'il y avait un jingle, alors que pas du tout. Et c'est vous qui êtes les héros. Zut, attends, je me suis perdue dans mes notes. Noël. Voilà, Noël. Noël, exactement. T'as reconnu Noël. Maria Carré. Vas-y, chante. Na na na. All I want for Christmas is you. J'ai eu très peur avec le nanana au début. Je sais pas où t'étais au niveau rythme. Non, mais écoute, j'étais nulle part. J'étais vraiment perdu. Moi, je suis très loin de chez moi là. J'ai à peine mes vaccins. C'est vrai que t'es pas de Paris. Très loin de chez moi, donc voilà. Je suis pas de Paris du tout. Pour Noël, tu m'as demandé une reco pour Noël. Bon, j'ai un peu triché aussi, c'est-à-dire que je pense clairement que si vous voulez faire découvrir l'univers des comics, alors Juniba ça marchait très bien, par exemple, les petits one-shots, mais l'univers qui cartonne en ce moment, c'est les réinventions de l'univers absolu chez DC. Et à la limite, on pourrait parler, si jamais on veut faire de la parité, moi je m'en branle, mais on pourrait le faire, parler de l'univers Ultimate chez Ultimate, notamment Spider-Man. L'univers, le Spider-Man est au top. Incroyable. Mais j'ai choisi de me concentrer sur l'univers absolu,
plus particulièrement sur l'univers Absolute Batman. Ils ont réinventé plusieurs personnages dans l'univers Absolute Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Martian Manhunter, qui lui pourrait même être un titre du Black Label tellement il poutre tire tous son les autres. épingle du jeu quand même. Oh ouais, bien sûr, aux autres, bien sûr. Et il y a eu le Flash aussi qui est sorti au moment où on Voilà, tourne, Flash donc, aussi. Bon, début décembre. je suis moins fan, mais aussi. Une réinvention, c'est venir essayer de prendre tous les éléments d'un univers et créer quelque chose d'à peu près familier, mais pas vraiment. Donc là, on a Batman, mais qui n'est pas du tout ce riche milliardaire, c'est plutôt au contraire un prolo. Et on vient le réinventer avec tous les personnages qu'on connaît dans l'univers de Batman, qui gravitent autour de lui, mais qui sont à contre-emploi, soit c'est les ennemis ou les antagonistes deviennent des amis. On ne comprend pas très bien ce qui se passe, mais un peu ce qu'a fait Sean Murphy sur Batman White Knight, où les personnages sont ceux qui sont, mais en étant tout différents aussi. Ouais. Exactement. Et c'est ça les réinventions intelligentes. Et celle de Nick Dracota et de Scott Snyder, Scott Snyder qui est un spécialiste de l'univers de Batman, puisqu'il a quand même été, il en a quand même fait pendant des années. Sur la série principale et avant ça sur Detective Comics, sur plein d'autres choses. Cette réinvention, je la trouve merveilleuse. C'est-à-dire qu'il vient, il s'amuse avec le personnage, l'univers est bien, l'univers est beau. J'adore ce que fait Nick Dracota et ce que propose Nick Dracota. Mais vous pouvez tout à fait vous lancer pareil sur l'espèce de fable un peu, on revisite le mythe de Krypton, le mythe sous un angle plus écologique, plus militant, plus politique dans Superman. Ouais. Pareil pour Wonder Woman, le Martian Manhunter, allez-y. Donc, si vous avez envie, soit vous de vous lancer dans un truc simple, un truc efficace, allez-y, prenez-vous un tome de l'Absolute. Et si vous avez envie de faire lire des comics à votre conjoint, à votre maman, à votre grand-mère, et on embrasse toutes les grand-mères. Vous le savez que je ne peux pas venir ici sans embrasser les grand-mères. À n'importe qui, à quelqu'un qui n'est pas forcément familier de l'univers, eh bien, vous pouvez lui faire lire ceci parce que sans comprendre forcément toutes les références, et ça se tient. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une déconstruction du mythe quand même. Voilà. Donc il n'y a pas du tout besoin d'avoir lu l'ensemble des récits qui sont parus sur Batman ou d'autres personnages. C'est ce qui fait la réinvention réussie. Donc moi, c'est pour ça que je pensais à l'univers Absolute, à offrir à Noël un tome. Alors après, c'est pas des one-shots. Même sur le style graphique, sur tous les titres que tu as parlé, notamment quand tu passes du Batman à Martian Manhunter, il y a une diversité qui est assez incroyable. Moi, j'aime beaucoup dans le Batman Absolute ce Bruce Wayne qui ressemble un peu au Superman d'Alan Moore, je crois, tu sais, le côté très imposant. Enfin, du coup, un Bruce Wayne qui, en effet, s'est entraîné tellement qu'il en est surmusclé et qui devient un peu un truc énorme, quoi. Tu vois, donc t'as vraiment des positions. C'est Jack Reacher, quoi. C'est clairement le Alan Rickson. Clairement. C'est tout à fait logique, tu vois. Surtout quand tu barres sur un Batman en tout cas, un Bruce Wayne qui a vécu dans la rue, qui a une difficulté. Ça vient quand même prendre le contre-pied du Batman de Matt Reeves, qui lui a plutôt choisi un Pattinson qui n'a pas voulu faire de muscu et qui a des muscles plutôt de danseur qui sont très efficaces aussi, ce genre de corps. Un Batman trop musclé, ça pourrait peut-être pas fonctionner que ça. Tu racontes autre chose en fait, c'est une autre histoire par rapport à la corpulence de Bruce Wayne. Et en même temps, Bruce Wayne assez violent, donc c'est super intéressant. Avec d'autres ressorts, des fulgurances en termes de chara-design. La hache, son plastron, c'est une hache. Oui. C'est ce qu'on demande d'une réinvention, c'est-à-dire que il vient revisiter le mythe avec talent, c'est fun, ça raconte quelque chose, allons-y. Complètement. Fonçons. Et pareil pour les autres, la cape de Superman en poussière de Krypton, c'est génial. Oui, et puis ce qui est cool, c'est que c'est un vrai succès en librairie. Moi, pour suivre un peu les ventes, notamment dans les librairies du réseau Canal BD, ça marche très bien. Et ça fait, je pense, du bien aussi pour les libraires d'avoir du comics en tout cas un peu plus facile, un peu plus accessible, un peu plus entre du Batman guillemets et du Spider-Man, on reste quand même sur. J'espère que le Manhunter va venir les Manhunter déloger. Marche très bien. Il est en top 3 ventes en tout cas quand je vous parle depuis qu'il est sorti. C'est pas un personnage évident, quoi. Exactement. Parce qu'autant chez DC c'est Batman, chez Marvel c'est Spider-Man qui sont les piliers. Mais je pense que les libraires se sont amusés en fait, et je pense que les libraires même qui ne sont pas aficionados du genre, justement avec en plus un graphique qui est assez différent, qui est moins le graphics mainstream, tu vois, la Jim Lee, etc., qu'on peut voir dans les comics, ce qui permet aussi de le vendre un peu mieux. Complètement. Moi, j'ai une reco Noël
pas du tout comics. Je me suis dit que j'allais aller ailleurs et parce que j'ai eu un énorme coup de cœur. J'avais d'abord vu la mini-série sur Arte. C'est le journal de Samuel, mini tronche, qui est incroyable. C'est une série, je sais plus, il y a peut-être une vingtaine d'épisodes. C'est 3-4 minutes. Pas du tout ça. Et Samuel, regarde-le avec ton fils. Vraiment, c'est trop bien. Samuel, du coup, c'est un collégien. Je crois que tu le prends, il doit avoir 12-13 ans, à mon avis. Et en fait, il écrit dans son journal. Qui n'a pas eu un journal intime? Moi, j'avais 3 journaux intimes de Diddle. 3 journaux intimes de Diddle. Exactement. Mais je racontais toute ma vie. Et en fait, c'est ça qui fait. Tu séparais quoi? Tu séparais le travail, les amours et... Mais non, mais je racontais tout. Et en fait, c'est ça. Tu as Samuel qui parle et qui dit non, bah voilà, à l'école, moi aujourd'hui, il y avait cette fille-là, je suis complètement amoureux, mais l'autre là, il est trop beau gosse, mais je vais le détruire. Et en fait, il y a une narration qui est vraiment incroyable où t'es obligé de rigoler avec lui parce que comment il pense et comment toi t'as pensé quand t'étais plus jeune. Et en plus, le personnage grandit. Il sort du collège, il se fait une amie, cette famille finalement est amoureuse de lui alors que lui pas du tout, il le voit pas, ça nous est un peu tous et toutes arrivé. Et il y a quelque chose de très très beau. Justement, l'autrice, elle, fait référence un peu aux années 90-2000, donc à un moment donné, est mentionné Diddle, et je trouve que c'est vachement transgénérationnel. Moi, j'ai vu avec ma belle-mère, et ma belle-mère a fait c'est quoi Diddle? Et j'ai fait pause, j'ai fait attends, je t'explique. Et c'est ça qui est hyper chouette. Et puis voilà, toute cette idée de journal. Exactement, ça revient. C'est pour ça que j'en parle aussi. Et donc, du coup, Casterman a proposé à Amy Tronche de la traduire aussi en BD. Donc, c'est vraiment le même principe que la série. Ce qui est hyper chouette sur la série, c'est que tu as tout un principe autour de la danse. En fait, le personnage danse énormément. Elle a chorégraphié les mouvements pour le retranscrire aussi en animation. Et donc, dans la BD, tu vas pouvoir voir, donc tu as la page comme ça, en bas à droite, tu vas avoir le perso. Et quand tu fais défiler les pages, t'as le personnage qui danse. Ok, en flipbook. Exactement. Okay. Et ça, c'est hyper chouette. Donc vraiment, il y a eu un énorme travail d'Amy Tronche. Il malheureusement aurait dû avoir une exposition, je crois, au festival d'Angoulême, qui est annulé par bonheur. De quoi? Tu as eu un truc avec Angoulême? Oui, il y a un petit événement à Angoulême, mais ce sera... On a appris que finalement, le fauve d'Angoulême n'était pas le plus gros des prédateurs. Il y a l'homme d'Angoulême. Exactement. On peut toujours compter sur l'homme. Exactement. Mais donc voilà, c'est vraiment une série très chouette. Il y a vraiment tout un aspect autour de la musique aussi, parce que le personnage est très libéré. Donc quand il est seul dans sa chambre, il se met à danser, il se met à chanter. Donc il y a très vite une proximité qui se crée avec lui. C'est vraiment chouette. Franchement, donc c'est pour les adultes, les enfants, enfin, il y a une double lecture. Exactement. T'as une double lecture, ouais. Parce que il commente avec clarté ce qui se passe dans la cour de récré, et en même temps, la manière dont il va parler est à la fois très adulte. Tu vois, c'est un peu cet enfant qui a un langage adulte tout en ayant un comportement d'enfant. Donc ça, c'est très chouette. C'est une très belle reco de Noël pour moi. Très bien, écoute, pense. Sous le sapin direct. Et justement, on parle. Attends, mais faut quand même que tu fasses entrer un peu d'oseille. Tu peux me passer c'est le sponsor là. Passe-moi ça, s'il te plaît. C'est le sponsor. Quel sponsor? Sur les livres là. Devant toi, ouais, voilà, passe-moi ça, s'il te plaît. Lui? Ouais. Mais c'est ton sponsor de la vidéo, non? Pourquoi? Tu m'as pas dit qu'elle était sponsor la vidéo? Non. Ah putain, les sponsors, regarde. Hop. Cette vidéo est sponsorisée par Passage du Désir, qui ont fait le sextoy de Tom Hanks dans le film Seul au monde. Donc c'est Wilson. Vous pouvez l'utiliser, il faut le laver. Enfin après voilà, c'est vraiment la réplique officielle. Donc n'hésitez pas, il en a déjà vu, hein, Wilson, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Donc Kevin fait une tête, je peux te le dire. Tu savais pas? Il est ravi. Et si jamais vraiment, Kevin, passe-moi ce que tu as au-dessus de toi, parce que là, pour le coup, on en a au-dessus. Vas-y. Voilà. Non, mais j'allais parler des enfants, Cédric. On n'est pas dans le bon timing, là. Mais on n'est pas dans le bon studio, surtout. C'est pour les poussières d'ordinateur. C'est normal qu'ils sentent bizarre, tes poussières d'ordinateur. C'est très étrange. C'est pas moi qui l'utilise. Kevin, c'est pas moi qui l'utilise. Voilà. Repartons sur les enfants. Bien sûr, merci beaucoup pour... C'est pour toi, mais attends, je te fais ta sponsor. Tout sera dans les poches du collectif. Si on y arrive. Les enfants. Je ne sais pas comment faire cette transition. Les enfants. La vaginette, les enfants. Les enfants. C'est la reco pour les enfants. Oui. Eh ben voilà. Je commence ? Vas-y. Alors, 2 choses. Je sais plus la deuxième. Je sais si oui Calvin et Hobbes. Alors moi je voulais pas. Je veux pas le refaire, mais il y a une raison pour laquelle je vais parler de Calvin et Hobbes. Ils ont eu 40 ans.
Calvin et Hobbes. Ça a été publié à 40 ans, là en novembre dernier, je sais plus le 20, je sais plus exactement le combien. Mais 40 ans, et ça reste enfin, c'est quand même une prouesse pour un comic strip qui paraissait chaque jour dans les journaux et qui a ensuite été compilé, qui a été traduit dans des multiples langues, de rester pertinent, de rester... Alors, déjà, avant de rester pertinent, de rester au top comme ça et de rester, du coup... Moi, je pense que c'est parce qu'ils sont pertinents pendant 40 ans et on ne réalise même pas. Et si Calvin et Hobbes ne s'étaient pas arrêtés, bon, peut-être que ça serait devenu... Enfin, on ne sait pas, on n'est pas dans un multivers, bref. Mais si vous avez l'occasion d'offrir du Calvin et Hobbes, toujours pareil, j'ai déjà dit, hein, on ne va pas refaire le truc, regardez le versus et vous comprendrez pourquoi. Mais si vous avez l'occasion d'offrir du Calvin et Hobbes à n'importe qui dans votre famille, n'importe quel âge, à partir du moment où quelqu'un sait lire jusqu'à quelqu'un qui ne peut plus malheureusement lire, allez-y, offrez du Calvin et Hobbes parce que vous y chopez. Il y a 36 nuances de comique, de profondeur, de sentiments. Et c'est exactement ce que j'attends d'une BD. Moi. Voilà. Donc après, bon, moi, oui, j'ai pas grand-chose à te conseiller pour les enfants, sinon, mis à part les BD maniaques de Scott McCloud. Mais j'aime bien ta reco aussi. Donc, voilà, oui. J'ai parlé de ma petite reco qui, en plus, je pense, c'est dans la catégorie meilleur titre jeunesse aussi sur First Print. C'est Planchette de Hayley Newsome qui est édité chez Bliss Edition. Déjà, on embrasse Bliss Edition parce qu'ils font quand même de faire un travail formidable dans une industrie qui est pas simple. Planchette, donc déjà l'univers de sorcière, moi ça me parle évidemment parce que tu le sais, hein, moi tous les soirs c'est sabbat et je brûle des hommes. Mais en plus là on est sur une sorcière qui, voilà, comme tu disais, culinaire, qui cherche à faire des petits repas. Il y a, je trouve, une reconstruction du mythe de la sorcière, mais très accessible pour la jeunesse. Et en même temps, moi, un titre jeunesse qui est lu et qui marche pour les adultes, je trouve que c'est vraiment un titre qui fonctionne à merveille. Le dessin d'Hayley est très très chouette, très travaillé. Moi, j'avais pu la rencontrer au Festival d'Angoulême de cette année, enfin si ça sort en 2026 la vidéo, donc 2025, avant que ça soit fini. Et donc on sentait vraiment qu'elle avait travaillé le titre, qu'elle avait fait beaucoup de recherches. En plus on est sur un titre un petit pavé quand même, donc non mais moi je sais qu'il m'avait duré un petit bout de temps, que j'avais apprécié de la rencontrer avec ses autres copines sorcières. Voilà, tout le lore aussi est vachement intéressant. Disons les termes, Planchette avec un petit doigt enterre Harry Potter, qui est un faux sorcier. C'est pas, faut arrêter avec Harry Potter. Je veux dire, Harry Potter, le plus haut fait je suis pas là pour régler des comptes, mais je vais régler des comptes. Kevin, ne m'arrête pas, Kevin, arrête. Rassieds-toi, Kevin. Harry Potter, quand même, le plus haut fait d'un sorcier dans Harry Potter, c'est d'arriver à manger des bonbons goût crotte de nez. Mais où on a vu ça? Mais quelle honte. Vous avez vu ça où? Et vous croyez que Gandalf il mange des bonbons goût crotte de nez dans les mines de la Moria? Il mange un Balrog, pas un Moco, d'accord? Donc Harry Potter, calmez-vous, lisez Planchette, et si vous voulez des vrais sorciers, prenez Gandalf. Voilà, et arrêtez de m'énerver. Je suis d'accord. Mais là, j'ai senti que ça te touchait. Voilà, donc sorcier culinaire, ça reste toujours mieux que sorcier de notre J.K. Rowling britannique. Ouais, c'est ça. Non, mais en plus, il a vraiment une patte graphique hyper intéressante, le choix des couleurs aussi, très pastel, très, très enfant, tout en ayant aussi des sujets un peu plus sérieux quand même, avec les péripéties que peut connaître Planchette au fur et à mesure du titre. Donc j'aime bien ça aussi, tu vois, cette différence-là. Je pense que ça... Brume, c'est trop bien. Brume, ça fait un carton aussi. C'est très, très chouette. Très, très beau. Ouais. J'ai pas lu le dernier tome. Je crois que j'ai lu que 2 tomes avec ça lui. Se suit bien en plus. Il y a une vraie. Il est tout seul maintenant. Il plus besoin de toi. Plus besoin de toi. Papa, arrête. Non, c'est lui qui me lit des histoires le soir quand même. Ça, faut le dire. C'est mignon. C'est-à-dire qu'il me dit, papa, on lit une histoire. Je dis oui, je commence à lire. Il me dit non, c'est moi qui lis une histoire. Et c'est lui qui Calvin et Hobbes. Il lit des histoires. Il lit du Calvin et Hobbes. Ça, j'ai laissé traîner comme ça. Tu vois, j'ai rien dit. D'un coup, je vois lire. Ça, j'étais ému, vraiment. Ouais. Très ému de voir mon Belle fils éducation. Lire du Calvin et Hobbes tout seul sur le canapé comme ça, tout silencieux. Très ému. Le travail fonctionne. Oui, et puis il a du goût. Voilà, c'est un petit garçon de goût. Ça fait plaisir. Clairement. On va passer du coup à la meilleure découverte, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je suis bon dans mon programme? Oui, je pense. Allez, meilleure découverte. Toi, tu vas nous parler d'un titre qu'on a ici. Alors, il faut remercier le génie qui est, il va adorer que je dise ça, qui est Sullivan Rouault, qui au détour d'une conversation parle de Jad Koon et de Zoc. Et je connaissais pas du tout. Je me suis procuré la BD. Bon, ça reste Sullivan. Hein. La puissance du conseil de Sullivan est forte.
Je me suis absolument régalé. Donc Zoc, c'est l'histoire d'une petite fille, d'une ado, enfin ouais, petite fille ado, qui a le pouvoir de retenir l'eau avec ses cheveux. Très bizarre. Original. C'est le projet d'année de fin d'études de Jade Kou, qui était, je crois pas que c'était les Gobelins. Enfin, elle était dans une école, elle faisait de l'animation et tu le sens. Hein, la patte graphique, c'est très, tu sens le regard de quelqu'un qui aime le cinéma et de quelqu'un qui aime l'animation, notamment l'animation japonaise. C'est une fable poétique. Et un peu initiatique, puisque du coup elle est dans une société où il faut qu'elle fasse un métier, donc elle sait pas quoi faire, comme la plupart des gens à qui on demande qu'est-ce que tu veux faire devant un sinistre conseiller d'orientation qui te demande ce que tu veux faire quand tu as 15 ans, 14 ans, tu n'en sais absolument rien, et elle veut faire quelque chose en rapport avec ça. Elle se dit bon ben moi j'aime bien l'eau, mes cheveux, enfin bon, et le mec lui dit bah ouais, enfin bon, il y a ok, pas de place pour ça. Enfin, c'est très étrange quoi, donc mis à part si un cirque te prend, enfin on n'en sait rien, et en fait il y a un village qui est inondé et qu'il appelle pour lui demander de désinonder, quoi. D'enlever l'inondation, de traîner l'inondation. Et elle le fait, elle accepte. Et donc elle part dans une sorte de voyage qui va devenir un périple initiatique, hein, forcément. Et très, très poétique, très beau, vraiment magnifique. Je te laisse ouvrir et regarder un peu. Et est-ce que finalement, quand elle, en rendant service à un village, en emportant des milliers de mètres cubes d'eau et en les traînant sur son passage, est-ce que finalement, elle n'est pas en train de... Est-ce que c'est bien ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle n'est pas en train de transporter une inondation ? Enfin, donc, il se pose il y a des enjeux éthiques. Que tout pouvoir entraîne une responsabilité ? Exactement. Et il y a des enjeux éthiques qui se posent. Elle va croiser des gens, j'en dis pas plus, mais c'est d'une finesse. C'est beau. Moi, j'aime bien les trucs contemplatifs. J'aime beaucoup quand il y a de la place pour respirer. Une de mes pages préférées, par exemple, dans Yojimbot de Sylvain Repos, c'est quand il marche avec le robot, et je crois qu'on a quasiment les 4 saisons, il me semble. Et donc, quand ils avancent comme ça, ouais. Ça me fait un peu penser à j'adore. Ishimima de Jules Naleb. Je sais pas si tu l'as J'ai lu pas chez lu, les non, Izukinai, qui est super, qui est aussi vraiment dans un univers très japonais, inspiration Miyazaki, fable aussi écologique, politique. Tu l'as. Mais c'est pas, si tu veux, c'est pas un pamphlet, c'est précis. Ouais. C'est les dilemmes qu'on se pose tous. Et savoir que cette autrice a fait ça en fin d'études. Qu'est-ce qu'elle va nous faire par la suite ? Exactement. Probablement une dinguerie. Trop bien. Ouais. Franchement, c'est trop cool. Je l'avais pas lu et ça me donne trop envie. Merci pour cette découverte. C'est vraiment... Ouais. Chez Dargo, du coup. Moi, je vais faire ma découverte sur un copain, Fantasy de Johan Cavege chez Bubble Édition. Ça a été une claque quand j'ai fini de le lire. Première partie où tu as une chevaleresse. Moi, femme en chevalerie, ça marche. Il y a quand même une innovation aussi sur la narration. Donc, il y a 2 histoires. Et en fait, vous avancez sur les histoires et au milieu de la BD, les 2 histoires se regroupent. Et donc du coup les 2 personnages féminins, un personnage féminin qui du coup une chevaleresse qui est en quête, qui doit du coup partir pour une initiation pour reprendre le trône. Voilà, sa mère la demande de chercher un artefact. Et de l'autre côté on a toute une histoire autour d'une déesse. Donc voilà, il y a un lien entre les dieux et déesses et les humains. Et très vite on est au courant quand tu as lu une première partie de cette fin et tu te demandes comment la fin va se regrouper avec l'autre. Il surprend parce que quand même, pour remettre un peu en contexte la carrière pour le moment courte mais très très longue que va avoir Johan Cavege, il avait fait Moundir où il n'y avait aucun dialogue. Et donc là, il arrive sur un titre où là, par contre, il y a une foule de dialogues, un lore qui est assez incroyable avec des inspirations qui sont liées à des univers de jeux vidéo, à des romans. Et en plus, moi, quand je l'avais rencontré, on avait fait un podcast avec Marceau, que je salue. À ce moment-là, il avait rien lu, rien vu. Il avait joué à rien pour justement ne pas trop copier-coller par rapport à ce qu'il pouvait avoir. Et de lui-même, il a construit tout ce périple avec 2 femmes fortes, avec des questionnements. Enfin, et puis les planches sont magnifiques. Il y en a certaines, je voudrais les imprimer et les mettre chez moi tellement c'est trop beau. Un travail sur la... Oui, t'as raison. Oui, j'ai aucun respect pour la bête. Je vais déchirer ça. Non, mais
un travail sur la couleur, il y a une nuance de rose, il y a une nuance de bleu, c'est vraiment trop beau. Franchement, je trouve qu'il a fait très fort et il se remet en question tout le temps. C'est une personne, là je sais que je dévie, je parle plus de la BD, mais je parle de la personne, mais c'est une personne très, très humble et qui cherche aussi à aller sur différents type d'écriture pour repousser ses limites et là il a plu au public. Moi je sais que pareil, moi c'est un titre qui me touche parce que c'est un titre accessible. Partie des noms que du coup tu te dis ce qui va se passer après on va suivre quoi, mais c'est ça exactement, ça fait partie des gens que tu as dont le parcours est intéressant quand tu vois leurs œuvres de jeunesse, ça fait partie de ces gens que tu as envie de suivre après. Complètement. Et un petit message du coup pour Thomas Mourier, qui du coup son éditeur, qui l'a beaucoup accompagné. Et c'est marrant parce que tu parles de Sullivan, mais Sullivan Rouault aussi a participé et a accompagné en tout cas Johan sur le titre fantasy. Donc voilà. C'est quand un peu notre papa à tous. Des belles personnes sur ce projet. Donc bravo Johan. Vraiment ça a été une top découverte pour moi. Un peu dans la même catégorie, j'ai un peu triché du coup parce qu'il fallait parler d'autres titres. Ton coup de cœur, ce qui n'est pas pareil que découverte. Quel est ton coup de cœur de l'année 2025? Quoi? C'était pas pareil que découverte? Non. Ah non. Ah, mon coup de cœur 2025, je le sais, ça y est, je sais, je me rappelle. Il a voulu me faire peur. Mon coup de cœur de l'année 2025, c'est un comics Feel Bad. C'est la guerre de Garth Ennis et de Becky Cloonan. Trop content paru à la base dans l'anthologie. Merde. J'ai oublié le nom de l'anthologie. Attends, je l'ai là. C'est une anthologie d'horreur. Et c'est ça qui est intéressant parce que... Attends. Il y a un récit quand même très court. Hein. C'est assez différent de ce que peut faire Garth Ennis quand même. Non, pas tant que ça, tu vois. Ouais. Hello Darkness s'appelle. Hello Darkness. Et donc, Hello Darkness, il y a du vampire, c'est très, entre guillemets, classique, même si les mythes sont toujours revisités à l'époque où on les écrit. Et il y a Garth Ennis et Becky Cloonan qui décident d'écrire ça. C'est un récit sur ça commence par des potes qui sont en soirée, qui parlent de la situation entre les États-Unis, la Russie notamment. Donc on fait de l'horreur avec quelque chose d'ultra contemporain. Il n'y a pas de fantastique. Mais des fois, on n'a pas besoin de fantastique, on n'a pas besoin de surnaturel quand on parle d'enjeux nucléaires, quand on parle voilà, il y a clairement ce qu'on appelle la peur du nucléaire. Hein. C'était beaucoup plus présent dans les années 60 aux États-Unis. Et il y a un vrai travail sur le groupe d'amis. Du coup, c'est un groupe d'amis avec du coup un mec qui lui est complètement omnibulé par la politique, il suit toutes les news, il est très défaitiste, très pessimiste, mais il y en a une qui est enceinte, qui elle ne se permet pas d'être pessimiste parce que du coup elle porte la vie. Enfin, il y a quelque chose d'assez réel où je sais pas pour toi, mais du coup il y en avait certains, je dis ça, moi j'ai ce pote là, il existe. J'ai ce pote là, il existe. C'est très très fort en termes d'écriture. Et du coup Garth Ennis nous fait peur avec la réalité. Et ça, c'est sa véritable force. Il y a 3 Garth Ennis. Il y a le Garth Ennis qui vient, alors il y en a 2 et demi, qui vient parler des outrances super-héroïques, déconstruire le genre. On a pu le voir avec The Boys notamment, qui est peut-être tu as le Garth Ennis qui fait le superbe récit, la superbe épopée qui est Preacher, qui fait du super-héros comme il sait le faire avec les personnages qu'il sait le faire. Hitman, qui est une de ses peut-être séries super-héroïques les plus constantes, qui fait de l'anti-héros avec le Punisher. Donc ça fait beaucoup de Garth Ennis. Hein. Kevin, calme-toi, Kevin, j'arrive exactement où je veux arriver. Et tu avais le Garth Ennis qui a commencé avec ça. Il a commencé dans une autre anthologie dont je ne me rappelle plus le nom. Mais en racontant tout simplement ce qu'on appelle les troubles entre l'Angleterre et l'Irlande. Et c'était exactement ça. Enfin, moi, je retrouve pas exactement, mais je retrouve cet esprit-là. Ce Garth Ennis qui se sert du réel, qui est assez sordide, qui est assez, qui est assez outrancier en lui-même. Hein. Moi, j'en ai marre. Enfin, j'en ai toujours eu marre qu'on dise de Garth Ennis qu'il fait de la violence gratuite. Ouais. Le monde a prouvé à tous ceux qui ont dit que Garth Ennis a fait de la violence gratuite que la violence... Le monde est comme ça. Que le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Et le monde, parfois... Et c'est en ça que ça devient compliqué de faire de la satire sociétale, politique. Le monde peut parfois être plus satirique encore que si tu avais inventé dans les années 2000, fin des années 90, un Donald Trump président des États-Unis, on t'aurait dit c'est un peu gros. Et non, il est au pouvoir. Ouais. Et il fait ce qu'il fait avec une poigne autocratique certaine. Et on aurait dit non mais attends, un mania de l'immobilier. Bon, enfin.
Ça va, il fait des shows télévisés. C'est un peu nunuche, votre truc. C'est un peu... Eh non, il est là. Puis moi, en plus, que j'avais lu, parce que j'avais travaillé sur une conférence avec Thomas du Coumorier pour Quai des Bulles, et il était un peu agacé, Garcenis, que constamment on l'appelle l'enfant terrible. Enfin, tu vois, d'avoir ce côté aussi très violent, parce que je pense que lui-même a ce recul où il raconte ce qui se passe aussi. Quoi. Et puis il fait l'autre facette de Garcenis, c'est des récits de guerre. Hyper documenté, c'est un spécialiste de la guerre, Ennis. Donc il connaît l'horreur humaine, et on la connaît aussi. Enfin, je veux dire, si on décide un petit peu de regarder ce qui se passe, il y a des guerres partout. Bien sûr. Pas que, ma seule déception, c'est ce que je disais au tout début en disant il n'a pas l'habitude de faire ça, dans le sens où c'est très court. Moi, j'ai l'habitude de lire des récits plus longs sur Garcenis. Donc au début, j'étais un peu pas sur ma faim, mais en disant oh là là, j'aurais aimé en savoir plus. Et en l'ayant relu après, je me suis dit non, fallait que ce soit comme ça. Parce que le fait que ça soit aussi rapide, aussi concis, aussi court, ça te met une claque. Et sincèrement, ce titre-là, quand vous l'avez fini, vous ne pouvez. Moi, je sais qu'on en avait parlé avec Steph, libraire Momie à Grenoble. Tu t'en remets pas. Et je sais que quelques jours après, j'y ai repensé. Et c'est ça, les bons comics, c'est ceux qui viennent te prendre par le col comme ça. C'est ça. Et te secouer un peu. Exactement. Et ne nous moquons pas d'un Garcenis qui fait cette fin. Je sais que la fin est très décriée, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je trouve que ça marche. Et moi, je pense que ça marche aussi. Et je ne pense pas qu'il ait fait ça par pur... Je ne veux pas raconter, hein. Je ne veux rien gâcher. Mais je ne pense pas que ça soit de la pure outrance initiale. Il peut se permettre d'en faire. Hein. Ça va, dans The Boys, on en a. Hein. Non, je pense. Cross, et puis c'est logique par rapport au début. Cross, pour moi, ça rejoint Cross dans le sens où... Alors, on n'est pas sur un récit de zombies fantastique à la Cross. Mais ça rejoint Cross. Pour moi, Cross n'a jamais vraiment été un récit. Oui, c'est un récit post-apocalyptique, mais c'est un récit sur la place de l'espoir dans les mondes post-apocalyptiques. Pourquoi il y aurait toujours un CDC, Control Disease Center, où il y a quelqu'un qui t'attend avec un vaccin, un antidote, un truc? Pourquoi? Parce que l'humain est un espère tout le temps, peut-être. Mais peut-être que des fois, il n'y a pas d'espoir. Voilà, il n'y a pas d'espoir. Regarde, le Japon, ils se sont pris quand même 2 bombes atomiques dans la gueule. C'est les seuls d'ailleurs, à pouvoir vraiment, eux, parler d'une peur du nucléaire, c'est les seuls. Hein. Ouais, complètement. Eux, ils l'ont prise. Hein, et peut-être qu'à la deuxième, ils se sont dit, ça fait un peu beaucoup là. Ils étaient déjà à genoux, donc il n'y avait pas besoin d'en mettre une, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets, mais je pense que 2... Ça y est, ils étaient déjà à bout, tu vois. Donc, et c'est ce qui a conditionné d'ailleurs toute une partie de leur imagerie de pop culture, les kaijus. Le Godzilla. Voilà, le Godzilla, c'est ça. Donc la peur existe, la peur est réelle, les villages rasés sont réels, les génocides sont réels dans le monde. On peut aussi prendre ça pour faire de l'horreur. Complètement. Ah, ça marche un petit peu moins bien que Dracula, parce que du suite ça t'interroge plus à toi, alors qu'un mec qui te suce le sang avec des grosses canines, qui a la gueule de Christopher Lee. Ça te fait plus réfléchir au final, parce que c'est toi, ça pourrait être toi. Voilà, ça tu te peux pas rencontrer Dracula dans la vie de tous les jours. Non, ça te confronte à quelque chose, et il y a certains comics qui dérangent. Et ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Je suis tout à fait d'accord. Ça a vraiment été une grosse claque. Et du coup, moi, mon coup de cœur pour moi, et je reprends là sur le fait de parler de réel. Moi, c'est Hélène de Windhorn, aux éditions Glénat, avec Tom King et Bill Kisely, qui est la star montante au dessin, qui, vous pouvez la connaître sur le Supergirl Woman of Tomorrow, qui est incroyable. Notamment, James Gunn va baser son film Supergirl sur ce titre-là. Et a raison. On a quand même un personnage principal, donc Hélène, qui est alcoolique. Et moi, tout de suite, je trouve que c'est assez fort quand même de créer des personnages complexes avec des mots et des problématiques qu'on peut vivre au quotidien, que ce soit toi ou une personne proche. On connaît quelqu'un qui a eu des problèmes avec l'alcool. C'est celle de Rock Voisine. Parce qu'elle sait que seule sur le sable, les pieds dans l'eau, il y a quelqu'un qui l'attend et son rêve était trop beau là-bas, donc elle boit. C'est forcé, voilà. Donc partez pas. Mais voilà, Hélène de Wynand, c'est vraiment... Donny Cates avait fait un très beau travail sur des héros alcooliques. Exactement, Jessica Iron Jones. Man, Jessica Jones, il y en a plein. Les héros brisés, mais c'est sûr que c'est bien... Alors maintenant, en plus, Tom King, en plus, c'est le roi des héros un peu brisés, qui s'interroge, qui s'introspecte. Oui, parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Du coup, elle récupère, à la mort de son père, elle arrive dans un manoir, donc le manoir de son grand-père, et elle est insupportable, quoi. On voudrait la contrôler, mais elle ne veut pas être contrôlée. Donc tout de suite, tu as un personnage qui semble être assez classique de la jeune fille perdue, un peu pourri gâtée, qui juste s'amuse avec l'alcool, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et je trouve que dès le début, sans en dire beaucoup, tu comprends ça.
Et très vite, moi, j'ai pas pu lâcher le comics. Parce que en plus de ça, quand tu rentres au fond de ce manoir, t'as des créatures, t'as tout un univers un peu magique qui coupe avec ce réel, qui t'emmène dans une dynamique différente. Enfin, franchement, j'ai adoré. Et puis le dessin. Bravo Glénat quand même, parce que Nicolas Forçant, mine de rien, lui c'est l'éditeur freelance qui a apporté chez Glénat Friday de Brubaker et Marcos Martin. Trop bien. Et Hélène. Bon reviens quand tu veux, Nico. Voilà, c'est clair. Deux titres, mais ça fonctionne totalement. Et puis pareil, titre très accessible, couverture incroyable, fin superbe. Les dessins. Et puis le détail. À chaque fois, c'est-à-dire que à chaque fois, je m'arrêtais, je revenais sur la page parce que je suis sûre que j'avais manqué quelque chose parce que je lis assez rapidement. Ouais, je suis un peu blonde, quoi. Bon, passons. Et Hélène, voilà, Élisée et Hélène de Wynand, vraiment coup de cœur de l'année. Autre catégorie, la surprise. On pensait qu'on n'allait pas aimer, mais on a aimé. T'es étonné à chaque fois que je te dis la catégorie alors qu'on les a travaillés il y a une heure. J'ai l'impression que je les ai pas. Ouais. C'est une. Alors, moi j'ai une petite puce à l'oreille à chaque fois que j'entends parler des ouvrages 404 parce qu'on connaît le soin qu'apporte notre Nico. Hein, vraiment, les Nico, les Sully, ils sont pas mauvais en édition quand même, tous ces gens-là. Nicolas Beaujean apporte un soin particulier à sa collection. Donc on sait quand on a un ouvrage 404 qu'on va avoir une proposition. On sait que c'est un catalogue soigné. Mais c'est vrai que le pitch d'une invitée dans la demeure d'Émilie Carroll ne m'attirait pas tant que ça. Voilà, le principe d'une femme qui se met avec un veuf et qui, au milieu de sa vie très quotidienne, dans son quotidien très domestique, va rencontrer un phénomène surnaturel, quelque chose. Voilà. Bon, et a priori, ça m'intéressait pas trop. Ouais. Et alors, désolé, hein, ce qui a commencé, le petit blurb de Guillermo del Toro qui dit qu'il aime toujours la voix de Carole et tout. Bon, parce que Carole a fait quelques nouvelles en BD, des webcomics. Bon, ok, mais même ça n'a pas forcément suffi. Je me suis dit, bon, ça m'a intrigué quand même. Guillermo del Toro qui en parle, je fais oui, c'est intriguant. Ça veut dire qu'il y a un pas sur l'horreur qui est assez intéressant. Mais tu vois, s'il n'y avait peut-être pas eu les First Print Awards, j'aurais peut-être mis plus de temps à le lire. Ça, c'est sûr. Et ce qui m'a vraiment, vraiment intéressé, ce qui a commencé à déclencher mon intérêt, c'est quand j'ai enlevé la jaquette. Et dessous, c'est tout rouge, donc c'est un peu symbolique, c'est complètement symbolique. Et aussi Anna de Pulp, c'est Hélène Nivrae qui font partie du jury, et même les autres, hein, pas que les filles, m'ont dit putain, non, vraiment. Et donc, je l'ai pris. Et je ne l'ai pas lâché. C'est-à-dire que je l'ai tombé, j'étais fatigué, mais je l'ai tombé. Et pareil, il m'a pris par le col, tu vois. Et je le compare souvent parce que c'est sorti après en même temps avec Drum de Jesse Lonergan, qui est un tueur absolu. Jesse Lonergan, Arcade, Drum, il a fait du Tortue. Drum, beaucoup disent que c'est un des meilleurs romans graphiques, des meilleurs comics de l'année. C'est vrai. Mais vu que c'est la même maison d'édition et que les deux sont sortis quasiment un mois d'écart, j'ai préféré Une invitée dans la demeure parce que ça m'a plus touché. Ça m'a plus touché au niveau viscéral. Drum, j'ai l'impression de regarder un truc parfait, une beauté graphique, un truc très soigné, quelque chose que je compare souvent ça à un numéro de cirque, du Cirque du Soleil, tu vois, c'est-à-dire que le mec il marche sur une balle, il est en monocycle et il jongle avec 9 tronçonneuses en feu. Très beau, très très beau. Mais ça m'a pas touché autant qu'Une invitée dans la demeure et ces planches qui sont graphiquement peut-être différentes. Pas en dessous, parce que différentes. Pas en dessous. J'aime beaucoup le trait j'aime beaucoup son trait. Surtout que ce qui est intéressant dans sa narration, c'est que tu as des plot twists qui vont te faire réagir, mais sans ça, juste avec la vie quotidienne et le fait qu'il installe une routine assez malaisante avec cette jeune femme qui est avec cet homme-là qui est pas vraiment amoureux, et du coup il y a un enfant dans l'équation aussi, où elle essaye de chercher sa place. Tout de suite c'est bizarre, et c'est ce que j'adore. Moi j'adorais The Leftovers pour ça. C'est un peu lynchien aussi, c'est un peu ce que fait David Lynch. C'est ça. Et
je me demandais ce qui allait se passer. Je me suis dit, putain, et il y a des planches. Je pense à une, je veux pas la gâcher, mais je pense à une double page. Avec les couleurs là. C'est plutôt une double page, non, où il se passe, il y a une forme de, ah, c'est moi, pas besoin d'aller chercher mon fils à l'école, c'est pas ma semaine. Cette double, je peux pas raconter ce qui s'y passe en fait, parce que sinon, mais il y a une double planche qui arrive vers les 3/4 du livre. Qui m'a, je dis waouh, et ça te met mal à l'aise, ça te met mal à l'aise. C'est ça, c'est le terme. Non pas que je lise des comics pour être mal à l'aise, hein, parce que mais quand ça arrive et quand ça arrive aussi bien que ça et que c'est bien amené. En tout cas, c'est pour te faire vivre des émotions et là, en l'occurrence, j'en vis, voilà. Mais je veux dire, parce que ça fait 2 fois que je parle des comics, ils doivent te mettre mal à l'aise. Bon, non, c'est pas le but principal d'un comics, mais ça te fait ressentir plein de choses. Ouais. Et moi, ça me fait ressentir ça m'a fait ressentir une. Et puis tu parlais émotion. Des parutions de 404, vraiment un énorme bravo aussi à la partie fabrication et de l'ouvrage. On a vraiment des livres de qualité, de collection, et on a plaisir à les avoir en bibliothèque. Et moi, j'avais plaisir de me poser sur mon petit fauteuil, d'avoir une BD incroyable avec cette jaquette, avec cette couverture travaillée. Tu vois, il y a un vrai souci. Des jaquettes, moi, mais en tout cas, il y a une vraie volonté d'offrir un moment, non, ça, c'est sûr. Une expérience de lecture. Surtout en plus, c'est des bouquins qui qui sont relativement pas chers comparés à ce que ça pourrait être, étant donné les prix qui flambent un peu, et comparé aux effets de fabrication qui sont sur chaque bouquin. Enfin, moi, pour avoir travaillé avec lui, hein, j'ai traduit We Live, j'ai traduit Salamandre. Oui. Les bouquins sont beaux, il fait ce qu'il veut et il adapte vraiment le flacon au contenu du flacon. Oui, quoi. Et complètement. on a l'ivresse de toute façon, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais celui-là, j'hésite à l'exposer sans la jaquette. Après, il y a le complétiste en moi obsessionnel qui se dit mais je vais mettre où la jaquette ? Je peux pas l'acheter. Et tu vas pas l'acheter, je suis trop d'accord. Mais cette couverture rouge dessous qui prend ça ensemble. Moi, je me souviens quand je l'ai ouvert, je fais oh waouh. Ah oui, non, c'est magnifique. Incroyable. Moi, je lis sans les jaquettes. J'aime pas trop les jaquettes. J'étais pas mécontent qu'ils s'en moi, en plus, je l'ai lu pile pour Halloween, donc j'étais vraiment dans la thématique. Oui. Parfait. Et ben moi, je vais alors ça paraît très très consensuel, et puis en plus il y a un petit sens peut-être du patriotisme, vu que je voudrais parler d'Astérix en Lusitanie. Patriotisme, non. Calmez-vous, le FN, elle parle pas de la France. C'est une traître. En cas de guerre, elle irait pas combattre pour nous. Ça c'est vrai, parce que moi mon équipe préférée au foot, c'est le Portugal. Traître. On m'a élevé comme ça. Bref, c'est pas que je me pensais ne pas aimer, j'avais un peu peur des stéréotypes et des facilités d'écriture qu'il y aurait pu avoir sur les Portugais. Écrit, quoi. Loulou Couptel, ça va être sur les poils et voilà, et ça va pas aller plus loin. Même si évidemment Fab Caro fait quand même un très beau travail depuis qu'il a repris la série. Il est espagnol, donc il connaît bien aussi ces pays qui ont quand même, on a un petit peu si je peux dire, une culture commune. En tout cas, il y a une vraie volonté d'effort de sa part. Didier Conrad fait aussi un très beau travail sur le dessin. Le chorizo notamment. Moi, tu vas les avoir tous les clichés. Hein. Tous les clichés que tu n'as pas trouvés là, ils sont là. T'inquiète pas. Je suis là pour ça. Je sais bien, je te connais bien. Je suis venu pour ça. Je te connais bien. Et du coup, voilà, on est sur le tome 41. C'est un carton plein au Portugal. Mon rédacteur en chef m'avait fait une blague quand je suis revenue du Portugal fin du mois d'octobre. Il m'a dit, est-ce que c'est toi qui as acheté les plus d'1 million d'exemplaires au Portugal ? C'est une folie, on n'a jamais vu ça. C'est un des plus gros. Oui, je pense que c'est un des plus gros. Et puis même en France, il y a eu un vrai intérêt. Tu avais des librairies portugaises qui avaient fait des animations. Il y avait des artistes qui étaient venus chanter du fado au sein des librairies. Enfin voilà, il y avait une vraie intérêt. Voilà, moi, petite pensée aussi à Patricia, portugaise aussi, comme tu connais. On était toutes les deux en mode, on espère juste qu'il n'y aura pas des blagues un peu qui vont tomber à plat. Je l'ai lu, j'ai fait que rigoler. C'était au poil. C'était... au poil portugais. Bien construit, quoi. Exactement. Il avait bien fait le ménage dans ses clichés, quoi. Pour ma maman, parce que on embrasse ta mère. On embrasse tous les mamans. Le nom de famille de ma maman, c'est Pires, et donc tu as un personnage qui s'appelle Pire Espèce. Déjà, ça m'a touchée. J'aurais pas dit ça de ta mère. Tu as une scène où Obélix se retrouve dans une charrette où il y a plein de pastèges-nata. Il les lance à des Romains pour essayer de les faire éviter. Ça fonctionne trop bien, les jeux de mots ils fonctionnent bien. Et surtout, moi je l'ai lu. C'est pas très lourd comme au Portugal. Ouais, mais quand tu les lances plusieurs fois, puis la fois que la force d'Obélix, ça marche bien. Moi j'ai lu au Portugal et en fait tout le titre se concentre beaucoup sur le saudade. Donc la nostalgie portugaise, le fait, tu sais, qu'on soit aussi triste et joyeux, un peu ça. Et ben en fait,
c'est vrai, c'est tellement vrai. Moi, quand j'y étais là-bas, c'est ça. Il y a du soda de partout. C'est le propre aussi du fado, tu sais, de cette musique très émotionnelle. Et même ces blagues autour des pavés portugais ou le fait que Obélix, en fait, pour lui, il taille des énormes menhirs. Et là, il dit mais pourquoi vous faites tout en petit? C'est fatigant. Donc, avec tous les petits, il essaye d'en construire un gros. Donc, c'est très propre à ce pays que j'aime tant. C'est une très belle carte postale pour découvrir le Portugal. Tous mes proches ont adoré. Je trouve en fait je pensais pas que ça allait être autant incroyable, voilà, donc je suis très très touchée par le travail de Fab Caro. Il faudra que je lise. Exactement. On va parler de la meilleure traduction. Alors ça c'est une page alors pourquoi je propose cette catégorie? Parce que tu traduis aussi, c'est une de tes nombreuses compétences. Et quand j'ai préparé, je me suis dit il faut qu'il parle de ce site-là. J'espère qu'il va en parler parce que du coup je l'ai pas mis dans d'autres catégories. Et tu m'as dit que tu allais aborder une de tes dernières traductions, je crois. Ma dernière traduction en date, qui s'appelle The Moon is Following Us, la lune nous accompagne. C'est un titre Image Comics en VO de Daniel Warren Johnson et de Riley Rossmo, puisqu'ils font ça à 4 mains. Donc chacun a une partie, ça se passe à la fois dans le monde réel et dans un monde onirique. Donc chacun a une partie et ils ont travaillé donc l'intrigue globale en commun et les chara-design en commun, donc les concepts de personnages en commun. C'est édité, moi je l'ai traduit pour Urban Comics en français. C'est l'histoire de parents dignes de ce nom. Et les parents dignes de ce nom, ils feraient tout, absolument tout pour leur enfant. Notamment quand celle-ci se retrouve bloquée, prisonnière d'un sommeil, elle ne se réveille pas, un sommeil profond. Eh bien, elle la chercher dans ce monde onirique, qui est dangereux. Pour c'est un personnage aussi qui les contacte en disant voilà, je peux vous emmener dans son esprit. Et moi, Daniel Warren Johnson, je commence un petit peu moi j'adorais déjà avant d'être entre guillemets sa voix française pour Urban, sauf sur l'univers Transformers, malheureusement. C'est Wonder Woman Dead Earth, c'est Double Power Bomb, et puis c'est surtout Extremity. Murder Falcon. Voilà, oui, Beta Ray Bill. Beta Ray Bill aussi, oui, voilà, quand il revisite des personnages. Mais donc, du coup, on commence en l'ayant lu, en l'ayant traduit, je comprends pourquoi est-ce qu'il fait des fois des récits. C'est-à-dire que tu lis, il y a des petits moments, et puis d'un coup, tu lis le moment auquel il a pensé, et autour duquel il a construit ses petits pavés portugais, comme ça. Là, ils y sont clairement, ces moments-là. Il y a une nouvelle facette, il y a une nouvelle thématique qui vient se débloquer, mais sinon Daniel Warren Johnson c'est toujours pareil, la parentalité, l'amour, la dévotion, la détermination, voilà, on retrouve ça dans toutes ses œuvres, et là c'est la mort, le deuil aussi, et là c'est assez impressionnant, donc vous verrez ce qu'il ajoute à ça. Et moi ce que j'aime, c'est qu'on alterne des moments d'émotion très intense, avec des moments de fun, parce que c'est aussi ça qu'on et d'action, parce que du coup, comme ils sont dans l'esprit de cette jeune fille, dans ses rêves et ses cauchemars, ses cauchemars se matérialisent, et du coup, les parents combattent avec des jouets qu'elle a eu, des jouets qui ont pris vie, c'est pas les versions des jouets. D'ailleurs, ils aiment pas qu'on dise que c'est des jouets, donc je me désolidarise de tes propos si on nous écoute dans le monde onirique. Mais oui, ça c'est chouette. C'est mon truc préféré, parce que c'est pour eux que j'ai aimé trouver les voix de chacun. C'est pour eux. Mais d'ailleurs, attends, j'ai la Gazette de Lidéric ici. Ah, trop bien. Et regarde, voilà, il est là. Après, on verra peut-être pas là du coup, mais merde, non, mais c'était pour vous montrer tous mes personnages préférés. Moi, je t'avoue sincèrement, quand je l'ai fini, j'ai pleuré. C'est vrai ? Ah ouais. Je trouve que là, en termes d'émotion, parce que je suis trop sensible. Non, parce que tu l'as noté dans ton journal d'idole ? Aujourd'hui, j'ai lu The Moon is Following Us. Je ne l'ai pas racheté, mais peut-être que j'en rachèterai un. Non, parce qu'il y a un traumatisme au niveau du père qui est terrible, qui arrive comme ça et qui te met une claque. Je ne le citerai pas. Il y a cette petite fille et ce courage. Il y a la mère qui a une caractérisation incroyable qui est complètement folle. Donc, clairement, émotion à 100%. Énorme coup de cœur aussi. Clairement, tu l'aurais pas cité, j'aurais mis un coup de cœur. Ah bah c'est gentil, non mais après voilà, je comprends ceux qui disent que c'est pas le meilleur de Daniel Warren Johnson, mais en même temps voilà, comme je dis, on va pas commencer à attendre. Moi j'aime bien faut pas, je vais finir mes phrases quand même, faut pas toujours se dire voilà, commencer en disant c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas
ça dépend ce qu'on aime. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il se soit ouvert à un autre auteur et qu'il fasse ça à 4 mains. Je trouve ça intéressant comme processus. Voilà, il travaille seul, c'est quand même un travail solitaire. Et donc de partager ça avec Ray Rosmo, qui est quand même un sacré... Ça montre une évolution aussi sur la carrière de Daniel Wenchels, qui est capable de travailler avec d'autres personnes, et ça c'est exactement... Évolution de carrière, et donc ce que te disait Ivan Reis, et c'est exactement ça. Donc moi je le recommande quand même, pas que pour pouvoir me payer une maison secondaire au Portugal. Avec les petits pavés. Avec les tout petits pavés et les gros pavés à manger très secs. Non, pardon. Non, ta mère les fait très bien. Déjà, ça, il n'y a pas de problème. Très sec. Bon, bref. Heureusement qu'il n'a pas dit que c'était un flan, parce que là, ça aurait été une catastrophe. J'aurais coupé, je serais partie, moi aussi, j'aurais fait ma diva comme toi tout à l'heure. C'est vrai, c'est juste que j'ai pensé à dire ça. On va partir sur les 3 dernières catégories qui sont, elles, un peu spéciales. Enfin, un peu spéciales. En tout cas, là, on va pas... Enfin, peut-être qu'on parlera de BD, génial, mais qu'on parlera là de... On disait au tout début d'événementiel. Toi et moi, on travaille avec beaucoup de festivals, etc. Ta meilleure trad. Ah, c'était juste pour moi la trad. Tu m'as juste fait une passe. Moi, je traduis pas, moi. Je sais, mais je sais, mais tu aurais pu trouver une trad. Non, j'avais envie de mettre la lumière sur toi. Un fado, voilà. Mon petit duvet de poil. Je vais... Arrête, hein. Pardon. Attention, hein. Non, mais merci. Je vais devoir le remettre, mais évidemment. Donc, du coup, sur la partie un peu événementielle, et puis c'est aussi pour un peu parler de ce que tu fais à côté. Première catégorie sur les 3 dernières, les battles BD. Non, moi, j'en ai animé aussi. Toi, t'en animes énormément. On anime des rencontres aussi. Est-ce qu'il y a une battle BD là, qui t'a le plus marqué, même si je sais que tes battle BD resteront les meilleurs avec Bruno. Je te l'ai dit, j'ai marqué. Bruno, c'est le cœur, c'est le sang de la veine. Mais bien sûr. Non, mais je choisirais pas entre un. Je peux pas. T'imagines si je te dis ah oui, non. J'ai marqué sur mon document, j'ai marqué faire une réponse bateau. Et je vais te faire exactement. Non, pas parce qu'elle me saoule, mais je vais te faire exactement celle-ci. Et j'ai marqué parler de Zoé. Voilà, j'ai marqué faire une réponse bateau et parler de Zoé. La dernière battle que j'ai en date que j'ai pu faire. Donc battle de dessin, c'est une série d'épreuves dessinées, ça dure 1 heure. Une série d'épreuves dessinées que j'aime bien présenter vraiment un peu à l'américaine avec du rythme et on rigole beaucoup. Un peu combat de boxe, un peu comme l'idée de versus et tout, vraiment. Voilà, et il y a du rythme et en même temps on s'amuse beaucoup, on rigole, il y a beaucoup d'interactions avec le public. Enfin, c'est ça qui m'amuse aussi pour laisser justement le temps aux artistes dessiner. En même temps, voilà, moi je m'amuse beaucoup. La dernière que j'ai faite, c'est dans un festival à tonalité manga asiatique qui s'appelle le Gémeaux Mangako à Gémenos, qui est une ville à côté de Marseille. Et Bruno Richard n'était pas disponible, mais c'est tant même parce qu'ils connaissent plein d'autres artistes. Enfin, on a tout un pool d'artistes. Moi, c'est vrai que je pense à eux d'abord parce que on se connaît, puis ça y est. Ils ont l'habitude aussi. Ils ont l'habitude, exactement. Et je suis très content là du coup qu'ils n'étaient pas disponibles, puisque ça m'a permis de faire venir Monsieur Mohamed Labidi, Momo, que j'embrasse, mais qui lui aussi est un guerrier vétéran. Donc, il n'y a pas de problème. Et Zoé Audibert, Zoéise sur Instagram, et on va en reparler de Zoé, tu vas voir. Non seulement parce que c'est une jeune artiste qui est hyper talentueuse, et elle a d'être ça. Elle a cartonné sur sa battle de dessin, et parce que c'est pas un exercice facile, hein. Tu te mets à nu dans une battle de dessin, pas vraiment à nu. Venez pas voir ça si vous espérez du truc dégueulasse. C'est pas ça. Il y a personne qui se met à nu. On est sponsorisé par le Passage du Désir. C'est vrai. Poire à lavement et vaginette originale tirée des films. Le masque de Bane est aussi disponible. Voilà. Top. Pardon. Zoé qui donc a accepté l'exercice, qui est compliqué puisqu'ils ne travaillent pas sur leur format. C'est des formats paperboard, donc c'est des formats plus grands. Pas de CTRL-Z, pas de gomme, tu te trompes, voilà, c'est marqué là. Et il faut accepter il n'y a pas de crayonné non plus, hein. Donc il faut accepter d'y aller et de se lancer. Et elle a adoré ça. Elle a cartonné, je sais plus parce qu'à la fin, je le dis jamais, mais bon, enfin non, bref, je vais pas dévoiler un des secrets de la battle. J'allais spoiler, je suis fou. Mais non, voilà. Donc je me régale dans toutes les battles. Venez voir des battles n'importe où. Vous pouvez voir, j'en ai fait une aussi dans une soirée Urban Street où il y avait un DJ. Ça m'a fait bizarre parce que j'ai dû moins animer du coup, mais le DJ était là. Déjà la musique. Et il gérait la musique et donc on se répondait, c'était génial. Ouais, trop bien. J'en fais une où ils doivent alterner, je dirais pas comment je l'appelle celle-là, mais ils doivent alterner, chacun alterne selon des rythmes plus ou moins différents. Je dis stop et c'est l'autre qui intervient, stop. Et là j'avais attribué à chacun une musique. Enfin, avec le DJ, j'avais vu, on avait attribué à chacun une musique, donc il faisait un scratch et tac, il passait à l'autre. C'était génial. Donc
on le développe dans plein d'endroits différents, notamment des festivals de BD, évidemment, des soirées d'art, de galas d'art, des pubs, on le fait dans des pubs, dans des bars, et maintenant dans des hôtels aussi. Donc moi, mon rêve, je vais vous le dire, mon rêve, et là, s'il y a quelqu'un qui se marie, ça serait de le faire dans un mariage, de voir avec les témoins, et on vient dans un mariage et on fait une battle adaptée entièrement à la vie des deux mariés. 10 épreuves, 1 heure, on s'amuse, on rigole, paf, la belle-mère, on la remet enceinte. Enfin, c'est génial, on peut faire plein de choses. C'est Bruno qui s'en charge de ça. Et voilà, bisous Bruno, on t'embrasse. D'ailleurs, moi j'en avais animé une avec Bruno et Sylvain Rupeau au château de Malbrook, et c'était incroyable. Et Bruno était tellement drôle parce que j'ai un fils et j'ai pas pu venir. Oui. Mais c'était très chouette parce que Bruno, à chaque fois, il était non, mais moi, j'en ai marre parce que tout le monde dit que Sylvain, c'est le meilleur, nanana. Et donc, je te ronchon, Bruno, c'est pas non, mais il genre, était ronchon, et du coup, je profitais de ça pour lui en mettre plein la gueule. Et il est trop fort, il est très fort. Et puis en plus, ils commencent à se connaître les deux parce que ça fait quand même pas mal de battles qu'ils font ensemble. Et c'est ça qui est intéressant quand se créent des alchimies. Ce soir, c'est une nouvelle. Ce soir, j'anime une battle de dessin pour les First Print Awards. C'est Anne-Laure, qu'on connaît pour notamment Ladies with Guns, sa série de BD, notamment Les Innocents Coupables et plein d'autres. Et contre Kibar. Donc c'est intéressant parce que c'est deux styles différents. Oui, alors c'est deux styles différents, ça c'est sûr. Anne-Laure, elle fait des Daredevil. Enfin, vous allez voir sur son Instagram, elle fait des putains de Daredevil, c'est fou. Donc elle a une affinité comics, même si on la trouve dans les rayons de franco-belge. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu comment. Voilà, Anne-Laure, j'ai déjà fait une battle avec elle à Bourges. Kibar, j'ai déjà fait des battles avec lui aussi, donc ça va être intéressant de voir comment les deux interagissent. Mais j'ai pas de battle préféré, mais juste allez suivre Zoé, Zoeyz, Z-A-U-E-Y-Z sur Instagram, parce que c'est une dinguerie, et c'est elle, et on va en reparler après, qui notamment nous aide, co-organise le Drink and Draw. Elle gère les réseaux sociaux du Drink and Draw Marseille. Exactement. C'est un putain d'événement dont on va reparler après. Exactement. Moi, je suis juste une petite aparté. Je pense que la rencontre. Jamais ça en me regardant, ça me rappelle des traumatismes. Pardon. Ah oui, c'est les raisins secs. La rencontre, moi, qui m'a le plus bouleversée cette année, c'est au Pop Woman Festival. Donc, le festival féministe de pop culture avec qui je travaille. Donc, petit message pour Céline, qui se déroule le week-end du 8 mars à chaque année. Comme par hasard. Exactement. Et là, m'avait confié la rencontre avec Ovidie et Sophie-Marie Leroy sur notamment un roman photo qu'elles avaient travaillé. Et j'étais assez stressée parce que, voilà, très très fan des deux. Ovidie, des fois, qui l'a dit elle-même, qui n'est pas forcément très friande des interviews ou des rencontres. Voilà, elle aime bien écrire chez elle et voir personne. Sophie-Marie Leroy, elle, a une énergie débordante, un humour exacerbé, et donc je me suis dit, oh là là, faudra que je règle entre les deux. Et en fait, toutes les deux, évidemment, on travaille ensemble, mais en plus, sont très copines. On avait discuté avant, le feeling était bien passé. Et il y avait une énergie folle où d'un coup je me suis dit ok, ça va partir dans tous les sens, et ça a été le cas. C'est-à-dire que je n'ai pas suivi une seule fois. J'ai essayé, je raccrochais à mon programme, mais tout en étant détente. À un moment donné, je suis comme ça. Mais c'est ça, c'était fou. J'étais comme ça. Moi, j'ai toujours des chaussettes un peu décorées. Ovidie, regarde mes chaussettes. Elle fait oh là là, des chaussettes trop cool. Mais regardez, est-ce qu'on montrait pas tous nos chaussettes? C'était vraiment trop drôle, jusqu'à ce qu'on crée ensemble jusqu'à ce qu'on crée ensemble notre propre histoire de roman photo, où en fait on avait sorti des images, on avait enlevé le texte qui était initialement dans le roman qui était édité, et avec le public, voilà, on a joué sur ça, et c'était incroyable. Et comme tu dis, le contact public, je pense que c'est une des meilleures choses, et j'avais quand tu le vis, t'as l'impression d'avoir tout foiré et d'avoir vécu en même temps que c'était incroyable, et en même temps tu t'es dit mais oh là là, mais est-ce que j'ai été assez bien, est-ce que c'était assez aussi audible et compréhensible pour ceux qui l'écoutent. Au final, ça s'est très bien passé, et expérience incroyable. Et tant que tu commences un petit peu à réaliser que tu es forte dans ce que tu fais. Non, mais il serait temps parce que j'ai l'impression que tu te poses tout le temps la question, ce qui est pas plus mal, hein, mais non, mais j'espère que quand même quand tu regardes dans le rétro, bon. Oui, je suis très contente, mais c'est vrai que chaque rencontre, du coup, t'as pas les mêmes artistes face à toi, t'as pas le même public. Non, mais c'est bien de se poser la question. Et du coup, à chaque fois, tu te dis, pas forcément, je pense pas qu'il va se passer quelque chose de grave. Tu fais ça avec le musée de Lyon. Ouais. Tu fais ça, avec des bulles. Ouais. Au Batman Escape. Ouais. Bon, ben, quand même, merde. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Tu es là.
solide. Et justement, Torche festival. Bombay est très peu poilu finalement. Hein. Je le verrai là, elle a rien là. Non, elle a rien. Pour ça, j'ai mis mon col Elle roulé. a mis un C'est col pour roulé. cacher. Peut-être qu'elle a. Ouais. C'est blanc. Festival du coup. Meilleur festival, pareil, festival. j'ai mis réponse bateau et finir sur le Drink and Draw. Drink and Draw, vous faites pas mal de trucs. Bon, trop festival, cool, hein. moi je veux quand même remercier les partenaires qui me font confiance régulièrement chaque année. Ça fait peut-être 6 ou 7 ans que je vais à Bourges au festival Bulberry et je tiens à embrasser Joël, Pierre, Véro, tout le monde. Parce qu'ils me font confiance chaque année et chaque année ils reviennent avec des idées de dingue. C'est là-bas que j'avais pu rencontrer Sylvain notamment. Parce que ah oui, j'ai rencontré là-bas. j'avais fait financer ma rencontre avec Sylvain Repos. Quand on verra nos enfants grandir, on pourra dire il était là. Bon, j'attends toujours, il veut pas qu'on fasse nos coming out. On est toujours dans le placard. Mais non, donc. Voilà, ils font un très bon programme et ils sont capitale européenne de la culture en 2028, donc ça va être pas mal. Je tiens à remercier Saint-Cana, Thierry de Saint-Cana qui est venu aussi me chercher et avec qui maintenant je collabore chaque année. Donc déjà c'est du travail pour moi et en plus c'est du plaisir aussi. Hein. Donc Thierry, Georges. Je vous embrasse. L'Eurofestival aussi, qui cette année, ça a été complètement fou parce que j'étais très content de l'artiste allé que j'ai pu proposer aux gens et les gens me l'ont dit et ça m'a fait plaisir. Tu vois, j'étais un peu déçu de ma 10e édition. C'était les 10 ans du Eurofestival et j'avais prévu des gens qui n'ont pas pu. Bon, c'est l'événementiel. C'est l'événementiel, mais pour les 10 ans, je voulais frapper fort. Les 9 ans, on avait eu quand même Joe Kelly et Ken Nimura. Donc bon, tu vois, il fallait essayer de taper plus fort que ça. Je pense pas y être arrivé, mais je suis pas mécontent mais je voulais plus de monde et voilà, je voulais un requin. Bon, là cette année, voilà, il y avait Juniba, il y avait Kibar, il y avait du third edition avec de l'ouvrage théorique, de l'ouvrage en prose. Robin Nègre notamment, qui a fait Dracula. Sur Dracula, il y avait Dolson Lewis, qui est un illustrateur qui fait du photoréalisme. Il y avait Juniba, il y avait Sylvain Runberg, Mickey Mantlo, il y avait Sylvain Repos, il y avait mon Bruno Bessadi. Donc ça a été complètement fou, très excitant. Donc je suis très content et on repart en rempile pour l'année prochaine. Donc j'espère proposer encore mieux l'année prochaine. Donc je tiens à remercier tous ces festivals. Mais l'événement qui me plaît le plus, c'est un événement qui s'appelle le Drink and Draw Marseille qu'on monte. Alors c'est à l'initiative du Zarmatelier, hein, Richard Di Martino, Mohamed Labidi, Bruno Bessadi, qui voulait faire cet événement. Alexandre Sauzet, que j'embrasse beaucoup, qui est maintenant parti, qui est chez les surfeurs là-bas, les gros baisers là, à Osgore, et qui fait plein de choses, qui est un des artistes les plus talentueux avec qui j'ai eu le plaisir de travailler chez Snorgle Comics notamment. C'est un graphiste, un illustrateur, lettreur, enfin c'est un homme qui sait tout faire et qui sait bien faire les choses, donc c'est génial ce qu'il fait. Donc lui il avait lancé le truc, c'était un petit peu avec le Covid et tout, c'était parti en couille, ça n'avait jamais été repris. On a repris depuis quelques mois au Black Unicorn, qui est un pub à Marseille sur le boulevard Chave, et donc tout le monde peut venir, quel que soit le niveau. Tu n'as pas besoin de savoir dessiner, tu dois aimer dessiner, d'accord ? Donc, vous avez Bruno Bessadi, vous avez des enfants. La dernière fois, il y avait un petit de 6 ans qui me dessinait des monstres. Moi, je propose des thèmes. Ouais. Je propose. Hein ? Après, voilà, il n'y a aucune obligation. Ce n'est pas une battle de dessin. Attention, on fait des interludes battle de dessin parce qu'on a 2 paperboards là-bas. Donc, on fait de l'entraînement à la battle de dessin pour former la future génération de guerriers. Mais je propose des thématiques et on s'amuse pendant 1 heure, 1 heure et demie. On drink, on draw. Moi, tu te doutes que je drink plus que ce que je draw. Mais tu animes, du coup, tu coordonnes un petit peu les thématiques. Donc voilà. Ok, super. C'est un régal. Donc, j'aime beaucoup ce concept. Et donc, je tiens à remercier Ludo, qui est le propriétaire du Black Unicorn, le bar. Joël, qui travaille... qui est en relation avec lui, qui travaille avec lui et qui nous a proposé justement, qui nous a dit si vous voulez venir là, vous pouvez venir. Bruno et Zoé, voilà, qui est là aussi pour animer la page et qui fait souvent des photos, des vidéos de l'événement que j'utilise après pour monter. Donc ça fait vraiment un bel événement. Et en plus, maintenant, on a commencé à demander aux gens qui viennent régulièrement de faire une affiche, s'ils le veulent, hein, il n'y a rien d'obligatoire. Donc voilà, il y a eu plein de très très belles affiches. Zoé en a fait une, Poison Violent, Noémie qui en a fait une aussi. Là, la prochaine va être, il y a eu Sébastien Olivo qui en a fait une. La prochaine va être pas mal du tout. Je te la montrerai après. Voilà. Trop bien. Elle nous a un peu niqué, la meuf. Trop bien, bravo.
Moi, je vais faire juste un petit message pour le festival Quai des Bulles. Je travaille avec plusieurs festivals, mais Quai des Bulles, cette année, ça a été assez intense parce que Régis, donc le programmateur culturel, me fait de plus en plus confiance. Au tout début, on s'est rencontrés, j'ai animé une rencontre, là j'en avais 6. J'ai fait un partenariat avec Canal BD où on a fait des rencontres sous couvert Canal BD. Donc à la base, il y en avait 3, il y en a une qui s'est annulée sur les légendaires, mais sinon, il y a eu rencontre avec Mathieu Bablé pour Silent Genie, Laurent Hopman et Renan Roche pour Les Gardes de Lucas. Sur le tome 2 évidemment, et puis un concept de rencontres qui sont les extra classes où là c'est pour donc il y a les adultes, les parents et les enfants, donc ça, on est entre je crois le plus petit âge ça doit être 6-8 jusqu'à 12-13 ou même plus, présenté par Jean-Marc Morandini, et ça c'est fort, ça c'est très fort, vomi. Et donc du coup à l'entrée ils donnent des petites feuilles, des petits crayons, t'as le petit tableau devant toi et on a un artiste. Là, en l'occurrence, on avait un artiste qui a fait La Brigade des Cauchemars. Et il y avait aussi une artiste qui était spécialisée sur les Magical Girls. Et donc, moi, j'anime ça en disant, on va dessiner ensemble. On a une petite présentation d'artiste. Ensuite, on dessine ensemble la thématique. Donc là, en l'occurrence, le cauchemar. Qui va avoir le cauchemar, une fille ou un garçon? OK. Et donc, l'artiste parle, tu vois, et décrypte comment il dessine. Et donc, tout le monde, et même les adultes, en fait, se prennent au jeu à dessiner aussi, montrent après leur dessin à l'artiste. C'est vraiment très, très chouette. Bon, en réalité, voilà, dessiner. Ne dites pas, je sais même pas quand faire tu et sais tout, pas, personne. ouais. Enfin, bon, voilà, on a tous des niveaux différents. Il y en a qui ont lâché le crayon quand on avait 4, 5, 6, 7 ans. Il y en a qui l'ont gardé jusqu'à 45, 51 ans, 72 ans. Mais dessinez, amusez-vous, voilà. Complètement. C'est ça qu'on veut. Exactement. Et du coup, on va finir parce que on a parlé de tous nos titres, mais où est-ce qu'on peut acheter nos titres? Dans les librairies indépendantes? Allez dans les librairies indépendantes. Est-ce que là, tu as une librairie que j'en ai deux. T'adores? Moi, j'en ai deux parce qu'il y en a une chez qui je peux me rendre pas assez souvent parce que déjà, ils ont enlevé pas mal de comics, mais on leur en veut pas. C'est la librairie Tsundoku à Marseille. Donc, qui me font beaucoup rire avec leur contenu sur Instagram, où notamment ils font du résumé foireux, ils essayent de se faire deviner des mangas, des formations professionnelles, avec des résumés foireux, et c'est très marrant rien que de les voir, ça me fait beaucoup rire. Si je devais rester corpo, je choisis la librairie Evil One Comics de France à Clermont-Ferrand. Rue du Port, il me semble, pas loin de l'église toute vénomisée là. Et France Voilà, qui est un libraire indépendant depuis plus de 20 ans maintenant, et je me demande même si c'est même plus, qui est le sosie craché de Spider Jérusalem, qui aime en plus cette BD et plein d'autres, et donc à chaque fois que j'y vais, j'aime bien y aller là-bas, en plus c'est à côté d'un très bon bar, et prendre un petit truc. Et donc je vous invite à aller voir France, qui me fascine parce qu'il jongle avec des fichiers Excel. Enfin, c'est vraiment une librairie un peu gonzo, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Il est trop fort et il est de très bons conseils. C'est tout petit, mais ça fourmille de livres. Enfin bon, je vais pas vous apprendre ce qu'est une librairie, mais c'est cool. Il avait fait faire des bouteilles de bière. Enfin, c'est quelqu'un la librairie. Il ça, anime le chouette. Teach Drink and Draw là-bas. Donc il est avec l'organisation du Teach Drink and Draw, qui sont aussi à la Clermont Geek, qui aussi, mine de rien, j'aurais dû les saluer tout à l'heure parce qu'ils me font confiance depuis 2 ans. Donc voilà, mais c'est pour ça que c'est chiant de choisir, parce qu'en vrai, toutes les conventions où je vais, j'ai envie de les remercier. C'est des interlocuteurs et interlocutrices différents aussi. Donc, voilà. Donc France, j'embrasse Clermont, et j'embrasse tous les libraires de France cette fois. Trop bien. Et du coup, je vais tricher aussi. Je vais finir et je vais en parler de 2 parce que j'avais prévu qu'une seule. Déjà, je voulais faire un petit mot à Pablo, anciennement de BDNet Bastille. BDNet Bastille, qui était le lieu, le QG à Paris de BD, qui faisait partie du réseau de librairie Canal BD, qui a fermé, malheureusement. Et Pablo était un des libraires, et je pense l'un des meilleurs libraires que je connais, d'une gentillesse et de conseils fous, et un lecteur passionnant. Et donc, j'espère, Pablo, que tu trouveras ta place ailleurs. Mais voilà, c'est une grosse perte pour le centre de Paris, notamment dans le 11e. Moi, j'y allais souvent.
et non pas parce que Pablo, des fois, il me faisait des petits cadeaux, mais des cadeaux de BD, bien sûr. Mais voilà, la façon dont c'était fait, tu te sens bien. Et ça, tu vois, la disposition, le classement, le rangement, je sais pas, la lumière. Tu vois, des fois, il y a... Meilleur BD qui t'a offert Pablo. Vite. Il m'a conseillé Betty Boop. Qui m'a offert. Non, il m'a pas offert. Des goodies ou des choses comme ça. Meilleur goodies qui t'a offert Pablo. Je sais plus. Ah si, sur le journal de Samuel, j'avais eu des cartes postales. Voilà. On revient. Voilà. T'as vu ça, je suis trop intelligente. Professionnelle. Du coup, je vais en citer deux. Une du réseau de librairie Canal BD. Avec Kevin, notamment, on a eu la possibilité d'aller à Bordeaux. Donc, c'est pas à Bordeaux même, c'est à Langon. C'est ça que ça se prononce, Kevin? Non, ouais. Et donc, dans les yeux de Kevin, j'ai vu que c'était loin. Ouais, oui, c'était loin. Ouais. C'était paumé. Là, vraiment, Kevin, je l'ai vu dans ses yeux. C'est-à-dire que j'ai vu quelque part entre l'Alaska et Bordeaux. Oh, mais ce week-end était un périple. Putain, mais écrivez des livres. Et là, vous le vloguez pas, ça. Ouais, on n'a pas eu le temps. Kevin, le réflexe, une petite GoPro, un truc, tu me vlogues ça. Moi, je veux vous voir, arriver en gare de Bordeaux et vous dire, mais attends, il y a encore 150 km dans la pluie. Mais non, Bordeaux, il a fait très beau. On a eu de la chance, il a fait très beau. Et donc, c'est Ragine BD. Le libraire étant Thomas, Ragine BD. Le libraire étant Thomas, dans un petit patelin tout mignon. Il nous a invités au restaurant. Ensuite, on est rentré dans sa librairie qui est incroyable. C'est un fou de SF, donc il a vraiment toute une partie SF très bien menée, autant dans le comics que dans le manga. Il est tout seul à bord quand même, et à chaque fois il s'intéresse à faire des thématiques. Donc là en l'occurrence on y était pour Halloween, il avait fait une étagère spéciale Halloween, il avait invité le traducteur de Walking Dead pour faire une rencontre juste à côté, à la médiathèque juste à côté. Donc il est hyper investi, il a investi à la com aussi, donc il fait une super bonne com. Donc moi qui donne des conseils pour les libraires, j'ai même pas besoin avec lui. Et voilà, c'était vraiment une rencontre humaine et une librairie très très chouette. Bien que très très loin. Et c'était pas Ragine, reviens. Voilà. Demande à Alain Juppé de te faire une place quelque part à Bordeaux, mais il n'y a pas de problème. Et du coup, je vais aller Je sens que Kevin, il s'est senti mal là-bas. Je sens que Kevin est arrivé quelque part, la colline à des yeux. Non. On l'embrasse. Il y avait un autre bled encore plus paumé. C'est vrai? Oui. J'ai même plus le nom du bled d'ailleurs. Et attends, il y avait 3. Tu n'as pas parlé de la momie? Si, j'avais parlé là. Non, il n'y avait pas 3. J'ai fait un coucou à Pablo. Mais BDNet Bastille n'existe plus. Là, je vais pas parler. Ah oui, donc je vais faire un coucou à tous les gens qui sont morts, moi aussi. Alors tant qu'à faire, ben voilà. Il est pas mort. Il est pas mort. Non, mais t'as checké parce qu'il est que 4h30. Check un peu. Non, pardon Pablo, on t'embrasse. Pardon Pablo, on t'embrasse. Mais non, d'accord, oui, donc 3 librairies pour le prix d'une. Bon ben voilà. Heureusement que c'est ton émission. C'est comme chez Thomas, mais surtout c'est ton émission, tu fais ce que tu veux. C'est ça qu'on veut. Et donc tu es obligé contractuellement, c'est vrai. Non, pas du tout, de parler de Momie, et notamment de Momie Grenoble. Et donc un gros bisou à Steph, déjà parce que c'est devenu un ami, c'est un libraire incroyable, en food comics. Je sais pas si t'as déjà pu discuter Steph avec ou lui. Pablo? Ah, tu vois comme c'est chiant de choisir, hein? Choisis ta meilleure battle de BD. Voilà. Alors le Portugal, Loulou Cocktail. Non, je préfère personne, mais du coup, la librairie déjà est ouf. Et en fait, ce qui est trop bien, mais ça, c'est pas que à Momie Grenoble, c'est dans les librairies Momie. Le comics, il est hyper valorisé, il marche extrêmement bien. Les libraires Spé Comics ont une liberté, ont une place. Et donc, tu verrais à Grenoble, vraiment, il y a un rayon entier. C'est Steph qui m'a conseillé La Guerre. Je l'avais pas du tout vu passer, il m'a dit, lis-le. Tu vas aimer. Et notamment, là, en année 2025, on a pu faire un super interview. Donc, j'ai pu interviewer Steph sur qu'est-ce que être libraire, comment est née cette passion, etc. Et ils avaient eu en dédicace Ramvi et Evan Kegel pour New Gods. Donc, notamment, le Momie a fait une édition spéciale sur ce titre-là. Et c'est trop cool parce que dans la librairie, en fait, elle est immense et t'as un petit bar. Et du coup, on était posés au bar, il y avait un petit café. Non, là, il n'y avait pas d'alcool. Même s'il y avait il n'y a pas d'alcool parce qu'il n'y a pas été prévoyante. Les bières de Fabrice Fadaga avec son label étiquette et la collection, la collection qu'il avait fait notamment avec le label 619. Et donc voilà, c'est pareil, le type de librairie où tu as envie de rester très longtemps, où tu te sens bien. C'est un peu comme à la maison et ça, c'est chouette.
Est-ce que c'est pas une meilleure fin, ça? C'est pas un peu mon métier? Je pense. Je crois que c'est mon métier. Je crois que tu es forte. Merci, c'est gentil. C'est trop bien. Merci Écoute, beaucoup. Moi, je me suis régalé. Mais oui, c'était trop cool. En 2026. Grave. Venez à Marseille. C'est facile d'accès. La gare Saint-Charles, elle te pose. C'est en centre-ville. Je le dis pour Kevin. Alexis, on l'a perdu. Bon, Alexis, il s'en branle. Il est en train de scroller. Il est sur TikTok. Arrête de regarder. Ils sont tous mineurs, Alexis. Tu arrêtes de suite. Je sais pas, c'est vrai. Donc non, venez à Marseille, venez, on fait quelque chose. Et sinon, si on sait qu'on a un festival en commun, on se refait ça sur un festival, on fait ça même une demi-heure dans un bar, on s'en fout, mais dès qu'on peut, on tourne ensemble. Exactement. Faut qu'on fasse plus de vidéos ensemble parce que je pense que ça marche bien. En tout cas, vous avez adoré Versus, donc j'espère que vous allez adorer cette vidéo. Sauf s'il était là pour Patricia. Et là, auquel cas, on va voir vite les vues et on va dire non, en fait. Et on va la rappeler, on va dire en fait, on est de nouveaux copains. C'est qui ces deux connards? Voilà, il y a pas Patricia, on regarde pas. On aime que les petites portugaises. N'hésitez pas à le suivre sur tout son travail, à suivre les BD que tu traduis, à te suivre dans tous tes événements que tu as cités, parce qu'en plus tu as fait un beau panel. Moi dans la rue, j'aime bien. Non, écoutez, lisez, surtout partez, on a besoin de voyager. Oui. C'est très bateau de dire ça, mais je pense que ça me dérange pas, parce que je pense que je le pense sincèrement. On a besoin de voyager, et les histoires, peu importe leur forme, le BD, le manga, les comics, peu importe, la prose, peu importe les romans, sont peut-être un des meilleurs moyens de le faire, voyager et réfléchir, donc allons-y. C'est aussi son métier, comme vous pouvez le constater. Merci. Un grand merci à l'équipe du collectif pour leur patience et leur dévotion, Kevin, et leur travail. Alexis, c'est vrai, mais attendez, ils sont au bout du... La dernière fois, on a fait beaucoup plus. Hein. Là, on est très bien. J'ai même encore le temps d'embrasser tous les grands-mères de tout le monde. J'ai encore le temps de le faire. On va couper, si tu veux bien, parce que je crois que tu as attendu ce soir au First Print. Je crois qu'elle m'a proposé une circoncision. On va couper, si tu veux bien. Non, je veux le garder, celui-là. Je suis pas un chorizo, moi, madame. Non. Tu es insupportable. Tu es insupportable. Non, mais ça va, ça va, on est très bien. Mais voilà, et lisez l'Ogre Lion de Bruno Bussat. Évidemment. On vous dit à bientôt. Salut.